Sous la lueur d'une pleine lune par une nuit nuageuse, une voix solitaire parle d'une seule coupe. La scène se déroule dans une grande pagode traditionnelle à plusieurs étages, ses fenêtres rayonnant d'une chaleur dans l'obscurité, nichées dans une chaîne de montagnes isolées. À l'intérieur, deux hommes sont assis en face l'un de l'autre. L'un est un vieil homme à la barbe blanche, l'autre un homme buriné aux longs cheveux argentés. Le vieil homme rompt le silence d'un pensif « Le vieil homme, Guirionja, tient une petite bouteille de liqueur. Il se plaint. Il a attendu des décennies pour que son invité ne prenne qu'une seule coupe, le traitant d'homme au cœur froid. L'homme aux cheveux argentés, le visage marqué d'une cicatrice, reste silencieux tandis que Guirionja lui sert à boire. Guirionja continue de verser, se remémorant le passé. Quand j'y pense, dit-il, la première fois que je t'ai rencontré, nous étions tous deux jeunes. L'expression de Guirionja est distante, perdue dans un souvenir d'autrefois. L'homme aux cheveux argentés écoute en silence, son visage fatigué et buriné affichant le poids des années. Guirionja se rappelle que leur première rencontre remonte à 40 ans. La scène bascule en flashback, tandis que Guirionja raconte que c'était il y a 40 ans qu'il a rencontré cet homme pour la première fois. Dans le passé, une version beaucoup plus jeune du protagoniste, aux cheveux foncés et au regard déterminé, se tenait devant un jeune Guirionja. Il fit une demande, « S'il vous plaît, utilisez la grande technique de régression pour me renvoyer dans le passé. » Le jeune Guirionja est stupéfait, les yeux écarquillés par l'audace de la requête. Guirionja se souvient nettement de la scène, de ce jeune homme debout, résolu, qui évoquait la grande technique de régression. Il réfléchit que cette technique était l'une des grandes réalisations de la famille Gui, étudiée depuis des siècles mais considérée comme presque impossible à utiliser. Même lui, Guirionja, qui aurait pu l'accomplir, n'avait eu d'autre choix que d'abandonner la technique. Frustré, il avait froissé les papiers de recherche. Les 5 matériaux nécessaires à l'achèvement de la technique étaient tout simplement impossibles à rassembler. Il se souvient du sentiment de défaite, croyant que c'était une tâche impossible. De retour au présent, Guirionja révèle l'accord qu'ils avaient conclu. Il réaliserait la technique, mais seulement si l'homme lui apportait tous les matériaux requis. Le premier matériau, la cloche du tonnerre, un artefact sacré du culte du vent céleste. Le second, l'encensoir divin, un artefact sacré de la famille du dragon divin. Le troisième, l'essence noyau de la carpe millénaire. Le quatrième, l'âme démoniaque secrète du culte démoniaque. Guirionja admet que, parmi tous les matériaux, la seule chose qu'il avait pu obtenir était les 5 millions de nians. Il révèle que l'homme en face de lui avait mis plusieurs décennies à obtenir tout le reste. Pour obtenir le dernier matériau, l'âme démoniaque secrète du culte démoniaque, il avait même disparu du monde pendant longtemps. Guirionja, tenant sa coupe, avoue qu'il avait pensé que l'homme était probablement mort dans quelque vallée sans nom. Il regarde son invité, complètement abasourdi, et demande « C'est si difficile à croire. Comment as-tu pu rassembler tous ces matériaux ?» L'homme aux cheveux argentés prend une longue gorgée. Il avoue qu'il a jadis maudit la grande technique de régression pour ses exigences impossibles, et qu'il avait même envisagé de tuer Guirionja pour s'en débarrasser. Guirionja écoute, son expression indéchiffrable tandis qu'il assimile cette confession. L'homme réfléchit au passé. Il était jeune lorsqu'ils se sont rencontrés, mais maintenant il est un vieil homme marqué. Il médite sur le fait que l'air autour de lui a changé, se demandant si c'était une transformation inévitable nécessaire pour poursuivre la technique si longtemps. Prenant une autre gorgée, Guirionja pose enfin la question qui le hante depuis des décennies. Pourquoi, exactement, veux-tu retourner dans le passé? L'homme claque sa coupe sur la table, le son résonnant dans la pièce silencieuse. Ses yeux brûlent d'une intensité féroce, et de ses lèvres s'échappe une seule raison glaçante. Pour me venger. Guirionja est visiblement stupéfait par la haine brute de la réponse de l'homme. Il demande si c'était réellement impossible pour l'homme d'obtenir vengeance avec ses compétences actuelles, au point qu'il devait régresser. La réponse de l'homme est un simple et ferme « oui ». Guirionja insiste, « Qui haïs-tu donc autant ?» Le regard de l'homme est froid et dur, une tempête se formant dans ses yeux. Il prononce un nom qui fige le monde de Guirionja dans un choc, H.W. Mogi. Un flashback horrifiant commence. Aux mains de H.W. Mogi, les dirigeants des 3 groupes les plus puissants soutenant le monde Murim ont tous trouvé la mort. Le chef de l'Alliance Murim a été tué. Le chef de l'Alliance non conforme a été tué. Et même le démon céleste fut tué. Ils sont tous tombés face à la personne la plus forte de l'histoire, H.W. Mogi. Il était, sans aucun doute, l'homme le plus puissant de cette époque, se tenant au sommet d'une montagne de cadavres. Guirionja est terrifié, en sueur en réalisant l'ampleur de la cible de son ami. Il s'exclame que même en retournant dans le passé, il ne pense pas que l'homme puisse vaincre H.W. Mogi. Même ainsi. Grince l'homme entre ses dents, sa détermination inébranlable, je dois le tuer coûte que coûte. L'homme révèle alors un lien personnel. Le démon céleste, qui est mort de sa main, était mon père. Les yeux de Guirionja s'écarquillent sous le choc de cette révélation. Cependant, l'homme précise que son désir de vengeance n'est pas parce que H.W. Mogi a tué son père, ni pour son frère. Il affirme que pour ceux qui ont voué leur vie à la voie démoniaque, la mort n'est pas une grande chose. Guirionja est confus. Alors, pourquoi? Le visage de l'homme s'assombrit tandis qu'il explique la véritable raison. Ce jour-là, H.W. Mogi a aussi tué des serviteurs, des cuisiniers, et même de jeunes enfants qui ne connaissaient rien aux arts martiaux. Le souvenir du massacre est vif et brutal. Il a même tué tous les chats et les chiens qui y étaient gardés. Guirionja refuse d'y croire, s'exclamant que H.W. Mogi ne ferait pas quelque chose d'aussi cruellement insensé. L'homme répond froidement qu'il se fiche que Guirionja le croit ou non.
Il déclare que dans l'âge actuel, il ne pourra pas tuer H.W. Moggy, donc il doit aller dans le passé. Et avant de le tuer, il lui posera une question. Il regarde la nuit, posant la question qui le tente. Pourquoi une personne aussi forte que lui devait-elle tuer même des enfants? Guy Ryonja reste sans voix. Après un moment de réflexion, Guy Ryonja fait une proposition. Si la grande technique de régression réussit vraiment et que tu retournes dans le passé, peux-tu me rendre un service? Demande-t-il. L'homme aux cheveux argentés répond simplement. Qu'est-ce que c'est? D'un air exceptionnellement sérieux, Guy Ryonja commence à exposer sa condition. Si tu retournes dans le passé, insiste-t-il, viens me trouver, s'il te plaît. L'homme, impassible, pose une question simple. Pourquoi faire? D'un air sombrement sérieux, Guy Ryonja révèle sa étrange requête. Je veux que tu m'empêches de me marier. Un long silence s'installe, brisé seulement par un éclat de rire. Le protagoniste, qui est resté de marbre jusqu'alors, éclate de rire devant l'absurdité de la faveur. Malgré le rire de l'homme, Guy Ryonja insiste. Je ne plaisante pas, empêche-moi, s'il te plaît. Il veut qu'on lui dise de vivre seul pour le reste de sa vie. Voyant le sérieux de son ami, l'homme sourit faiblement. Très bien, dit-il, je te le promets. La promesse faite, l'homme se lève. Il est temps. Allons à l'endroit où la grande technique de régression sera utilisée. En marchant, l'homme demande à Guy Ryonja s'il va bien. Le vieil homme le rassure, révélant le prix de sa quête. J'ai perdu un bras et un œil, mais ce fut un prix minime pour obtenir l'âme démoniaque secrète. Ils arrivent dans une chambre cachée. Devant eux reposent les fruits de leur quête de plusieurs décennies. La gigantesque cloche du tonnerre, l'encensoir divin, l'essence noyau et un coffre en bois. Guy Ryonja tient solennellement une petite boîte ornée contenant le dernier matériel, le plus coûteux, l'âme démoniaque secrète. Il ouvre la boîte, et un orbe sombre d'énergie, l'âme démoniaque secrète, s'élève, tourbillonnant d'une puissance immense. L'énergie obscure de l'âme commence à remplir la pièce, enveloppant Guy Ryonja tandis qu'il entame l'ancien rituel. Guy Ryonja chante, les mains jointes. La puissance coule de lui, faisant briller la cloche du tonnerre d'une lueur violette. L'énergie active alors les autres artefacts. L'encensoir divin émet une fumée mystique, et l'essence noyau sur la table commence à rayonner d'une aura verte brillante. Concentrant toute sa force, Guy Ryonja canalise les énergies combinées, qui tourbillonnent autour de lui dans un éblouissant spectacle de puissance. L'immense puissance jaillit, commençant à déformer l'espace devant lui. Une sphère d'énergie brute et chaotique se forme, condensant la puissance des artefacts en un point unique. Guy Ryonja se tend, le visage déformé par l'effort alors qu'il lutte pour contrôler la puissance violente qu'il a libérée. D'un dernier et désespéré effort, la sphère d'énergie se brise, déchirant le tissu même de la réalité. Un portail naît. Il s'écrie triomphalement, je l'ai fait. Il se tourne vers son ami, le visage figé dans une fierté exténuée et une excitation contenue. Tu vois ça? Je te l'avais dit, je l'ai fait. Mais alors que Guy Ryonja célèbre son succès, il est accueilli par un silence inquiétant. L'homme aux cheveux argentés est à genoux, le corps tremblant et la tête baissée, apparemment souffrant énormément. L'expression triomphante de Guy Ryonja s'efface, remplacée par un regard sombre et entendu alors qu'il fixe le portail. Son regard est lourd de motus, un mélange de regret et de détermination. Il avale difficilement, son instant de triomphe se muant en devoir solennel. Enfin, il se tourne vers son ami et dit « Je suis désolé ». Guy Ryonja fait un pas en avant, son excuse résonnant d'un poids final. « Je suis vraiment désolé ». Tandis que le protagoniste reste assis, incapable de bouger, Guy Ryonja fait une dernière promesse. « Je promets que je te retrouverai et que je te parlerai du désastre imminent ». Guy Ryonja se tourne ensuite et marche vers le vortex tourbillonnant. C'est le plus grand souhait de ma famille de retourner dans le passé. C'est aussi le mien. Il va entreprendre ce voyage pour lui-même. Mais il s'arrête, une expression de surprise au visage, alors qu'il jette un coup d'œil en arrière, sentant un changement chez l'homme qu'il laisse derrière. Le protagoniste lève les yeux, l'horreur et la compréhension naissante sur son visage. Je ne peux pas bouger mon corps. Il réalise la vérité de cette trahison. Son point d'acupuncture démoniaque a été scellé. Guy Ryonja l'a paralysé, s'assurant qu'il sera le seul à traverser le portail. Un vieux protagoniste aux longs cheveux blancs fait face à un autre ancien, Guy Ryonja. Les yeux rouges de fureur, il exige de savoir comment Guy Ryonja a pu le trahir. Acculé par l'accusation intense, Guy Ryonja regarde avec une expression de désespoir. Les deux se tiennent face à face, le poids d'une vie d'effort et d'un instant de trahison suspendu entre eux. Déchaînant sa rage, le protagoniste frappe Guy Ryonja, criant sa frustration et son incrédulité. Guy Ryonja pousse un cri de douleur en reculant sous le coup puissant. Saisi par la culpabilité, Guy Ryonja commence à sangloter, admettant qu'il a perdu la raison un instant et offrant des excuses sincères. Il poursuit ses excuses, reconnaissant l'immense effort que le protagoniste avait investi pour rassembler les matériaux maintenant perdus. Le protagoniste écoute en silence, son regard perçant fixé sur le Guy Ryonja plein de remords. Alors que Guy Ryonja lève les yeux, désespéré, la main du protagoniste se tend vers lui. En aidant le vieil homme qui tousse, le protagoniste avoue qu'il est lui aussi une personne égoïste qui ne pensait qu'à lui-même, ce qui explique comment il a réuni les matériaux au départ. Sa voix est froide et menaçante lorsqu'il déclare qu'il aurait tué n'importe qui d'autre pour une telle trahison. Cependant, son expression s'adoucit tandis qu'il tend la main, offrant le pardon en disant « Je comprendrai puisque c'est toi ». Le protagoniste pose une main réconfortante sur l'épaule de Guy Ryonja, le remerciant d'avoir attendu toute sa vie ce moment. Guy Ryonja est complètement sidéré, les yeux grands ouverts d'un mélange de choc,
de soulagement et de gratitude. Un léger sourire entendu apparaît sur le visage du protagoniste, montrant qu'il a réussi l'épreuve du pardon. Des larmes coulent sur le visage de Guy Ryonja, tandis qu'il bredouille une nouvelle excuse sincère. Il continue de sangloter, complètement submergé par l'acte de grâce du protagoniste. Soudain, le monde autour d'eux commence à perdre ses couleurs, passant en monochrome tandis que le protagoniste s'interroge sur ce qui se passe. L'image d'un Guy Ryonja en larmes s'estompe en arrière-plan, tandis que les sens du protagoniste s'aiguisent face au phénomène étrange. Dans ce monde sans couleurs, des papillons commencent à voltiger autour d'eux tandis qu'ils semblent s'éloigner l'un de l'autre, symbolisant un grand changement ou une séparation. La scène semble se briser comme du verre. Le protagoniste réalise avec un sursaut que tout s'est complètement arrêté. Il regarde la forme figée et en niveau de gris de Guy Ryonja, totalement perplexe devant cette situation impossible. Une voix mystérieuse résonne depuis le vide, déclarant qu'il a réussi toutes les épreuves. Dans un éclat brillant, un être divin se matérialise devant lui. Un vieil homme à la magnifique barbe blanche, enveloppé d'une lumière dorée et de robes flottantes, signifiant le véritable début du processus de régression. Avec Guy Ryonja toujours figé à ses côtés, le protagoniste toise cette puissante nouvelle entité, exigeant de savoir qui ou quoi a interrompu son moment fatidique. L'être divin révèle son identité, affirmant qu'il est celui qui peut renvoyer le protagoniste dans le passé, au grand choc de ce dernier. Il raille les méthodes du protagoniste, expliquant que la logique des cieux dépasse la compréhension humaine et que de simples matériaux physiques ne pourraient jamais rendre le voyage dans le temps possible. L'être révèle la vérité. Les véritables matériaux de la technique n'ont jamais été les objets collectés, mais la vie entière d'efforts que le protagoniste a consacré à les rassembler. Il explique qu'il a passé une série d'épreuves, vivre avec un objectif unique, tout sacrifier et enfin, l'épreuve la plus cruciale, pardonner Guy Ryonja. L'être souligne que pardonner à son traître fut l'épreuve la plus difficile, pourtant le protagoniste a réussi à la surmonter avec aisance. Ayant réussi les épreuves, le protagoniste formule officiellement sa demande, implorant l'être d'exaucer son souhait et de le renvoyer dans le passé. L'être divin le regarde et pose une question simple mais profonde. Que compte-t-il faire une fois retourné dans le passé? Avec une détermination froide gravée sur le visage, le protagoniste déclare son nouveau but. Tuer ceux qui méritent de mourir et sauver ceux qui ne le méritent pas. Lorsqu'on lui demande si c'est tout, il admet qu'il veut aussi mener une vie pleine de sens, révélant que son voyage était alimenté par un profond regret de la vie qu'il a menée. Interrogé sur ses regrets, il hurle d'angoisse qu'il regrette tout, se lamentant que sa vie n'ait jamais été la sienne et qu'elle ait été manipulée par une force inconnue jusqu'à sa fin. L'être divin écoute attentivement la confession douloureuse du protagoniste, l'expression pensive. Intrigué, l'être dit qu'il attend avec impatience de voir quel genre de nouvelle vie le protagoniste mènera en invoquant un portail enflammé pour commencer la régression. Les papillons qui signalaient l'arrêt du temps réapparaissent, désormais éclatants de couleurs, annonçant le voyage vers le passé. Avant de partir, le protagoniste se retourne vers le Guy Ryonja désormais décongelé et adresse des excuses sincères et finales. Il marque une pause, l'expression mêlant résolution et chagrin, avant de se détourner pour de bon. Soudain, Guy Ryonja crie sans honte un rappel de sa promesse, suppliant le protagoniste de l'empêcher de se marier dans le passé. Le protagoniste esquisse un léger sourire las, semblant accepter la requête absurde et finale de son vieil ami. D'un dernier adieu, il tourne le dos et marche résolument dans le portail tourbillonnant et enflammé du temps. Guy Ryonja lui crie après une dernière fois, désespéré de s'assurer que son message a été entendu. Alors que le protagoniste se dissout en lumière, la dernière et étrange supplique de Guy Ryonja résonne dans le vide. « Souviens-toi de faire ce que je t'ai dit. » En un éclair, ses yeux s'ouvrent brusquement. La régression est complète. Le protagoniste est désormais Wi-Woon, un jeune homme à nouveau, son vieux corps fatigué remplacé par la vigueur de la jeunesse. Il se retrouve dans une vaste cour baignée de soleil, entouré d'une foule immense et en liesse tournée vers un grand palais au loin. Ses jeunes yeux, bien que porteurs de la sagesse d'une vie, regardent autour avec une ondeur fraîche alors qu'il absorbe le monde vibrant du passé. Wi-Woon lève les yeux écarquillés d'émerveillement, fixant une statue imposante, un repère familier d'une époque qu'il croyait perdue à jamais. Le rugissement assourdissant d'une foule animée l'entoure, l'énergie et la vivacité du passé l'envahissent et confirment l'impossible réalité de son retour. Un sourire confiant flotte sur les lèvres de Wi-Woon tandis que la réalisation s'impose. Il est vraiment revenu dans le passé. Son expression s'assombrit rapidement alors qu'il regarde devant lui, le poids de ses connaissances et le fardeau de sa mission pesant sur ses jeunes épaules. Au milieu de la foule, Wi-Woon lève les yeux vers une grande estrade où une figure puissante siège sur un trône orné, entouré de ses fidèles et dégageant une aura écrasante et menaçante. C'est le démon céleste, le père de Wi-Woon. Il siège avec une présence imposante et royale, son regard sévère balayant la foule depuis son trône magnifique. Un gros plan révèle ses yeux puissants et commandants, qui détiennent l'autorité d'un homme au sommet du monde. Submergé par l'émotion de le voir vivant et en bonne santé, Wi-Woon murmure un seul mot sincère. « Père ». Malgré la foule rugissante, les sens aiguisés du démon céleste perçoivent le son, et ses yeux réagissent comme s'il avait entendu le chuchotement à travers la place. Un léger sourire entendu effleure les lèvres de Wi-Woon. C'est le sourire d'un fils retrouvant son père, et le sourire d'un prédateur qui commence sa chasse. Sa rêverie est interrompue lorsqu'un homme dans la foule s'écrie avec impatience, révélant l'identité de Wi-Woon en cette époque. « On va encore nous faire attendre longtemps, deuxième jeune maître. » Un homme musclé aux cheveux châtain roux, du piingo, pointe en avant avec un large sourire, brandissant une épée massive et rugissant, que le combat commence. De l'autre côté de la plateforme de duel, Wi-Woon, vêtu de bleu, se tient calmement avec son épée, observant son adversaire. Une foule de spectateurs regarde depuis les gradins tandis qu'il pense en lui-même.
Je vois. Un léger sourire entendu apparaît sur le visage d'Wee-Woon, tandis que le souvenir se fixe dans son esprit. Il poursuit sa pensée. Aujourd'hui, c'est. Les yeux d'Wee-Woon se plissent de détermination. Il se souvient trop bien de ce jour. C'est le jour de la nouvelle escarmouche des démons, l'événement qui marqua le début de sa chute dans sa vie passée. La narration explique le contexte de cet événement. Le père d'Wee-Woon, le démon céleste, avait fait une déclaration choquante. Le prochain chef du culte ne serait pas choisi uniquement en fonction de la lignée. Cette annonce provoqua un énorme tollé au sein du culte. Cela signifiait que n'importe qui, indépendamment de ses origines, pouvait devenir le prochain démon céleste, tant qu'il était le plus fort. Pour montrer qu'il était sérieux, le démon céleste lança la nouvelle escarmouche des démons. Une grande compétition de combat pour déterminer les futurs dirigeants du culte. Les règles étaient simples. Le vainqueur de l'escarmouche obtiendrait la chance d'affronter l'un des deux fils du démon céleste. Celui qui gagnerait ce duel final se verrait accorder un vœu unique par le démon céleste lui-même. De retour au présent, Gupiengo lance à Wee-Woon un regard méprisant et railleur, le narguant, et si tu abandonnais tant que tu le peux. Wee-Woon reste imperturbable devant la foule en liesse, son expression indéchiffrable. Il n'est plus le jeune maître naïf de jadis. Alors Wee-Woon demeure silencieux, perdu dans ses pensées, un flashback de sa vie précédente se déclenche, provoqué par la scène familière. Il s'en souvient clairement maintenant. À l'époque, il s'était senti profondément offensé que Gupiengo l'ait choisi, croyant que c'était parce qu'on le voyait comme la cible la plus facile comparée à son frère aîné. Mais maintenant, avec la sagesse de sa vie future, il serre les dents, réalisant qu'il y avait une raison plus sinistre au choix de Gupiengo. Le souvenir révèle la vérité. Gupiengo avait soudoyé un cuisinier dans les cuisines, lui ordonnant de mélanger un poison dispersant l'énergie dans le riz de Wee-Woon, l'empêchant ainsi d'utiliser ses pouvoirs. À cause de ce sale tour, Wee-Woon était impuissant. L'image le montre s'effondrant, vaincu, son épée tombant au sol au milieu de projections de son propre sang. Il se souvient avoir supplié désespérément son père, lui racontant ce qui s'était passé, mais le démon céleste n'a rien dit. En fait, son père le regarda avec des yeux qui semblaient le blâmer, déçu que son propre fils fût si faible pour tomber dans un piège aussi mesquin. Le souvenir de son ancien moi hurlant d'angoisse emplissait son esprit. La défaite l'avait poussé à ses limites, mais ce n'était que le début de ses ennuis. À cause des erreurs et des échecs qui suivirent cette perte initiale, il se retrouva progressivement à perdre sa position dans la lutte pour la succession, sombrant davantage dans le désespoir. De retour au présent, Wee-Woon se tient avec une résolution retrouvée. Il comprend maintenant. Toutes ses souffrances et ses échecs ont commencé par la défaite d'aujourd'hui. La voix de Gupiengo le ramène à la réalité. Deuxième jeune maître. Tu es distrait alors que je suis juste devant toi? Les yeux de Wee-Woon se recentrent, le passé devenant sa plus grande arme. Wee-Woon reste silencieux un instant, les acclamations de la foule et l'image de son adversaire l'ancrant fermement dans cette seconde chance qui lui a été donnée. Brisant le silence, Wee-Woon regarde son adversaire d'un air calme, presque méprisant. Comment avais-tu dit que tu t'appelais? Gupiengo reste bouche bée, choqué. Furieux d'être ainsi outrageusement méprisé, Gupiengo hurle « Tu m'ignores ». Wee-Woon feint calmement l'ignorance avant de répondre, comme si le nom valait à peine la peine d'être retenu. Ah oui. Gupiengo. La narration précise le contexte de son adversaire. Il est le 5e disciple de l'un des 8 suprêmes démoniaques, Guchompa, également connu sous le nom de démon de l'épée du ciel de sang. Mais pour Wee-Woon, il n'est qu'une marche. Gupiengo prend la provocation de Wee-Woon comme un signe de confiance, son propre QI s'enflant. Ah. Puisque tu oses me chercher, ça doit vouloir dire que tu as confiance en tes capacités. Wee-Woon jette un coup d'œil vers le trône où son père, le démon céleste, observe. Une réalisation profonde s'impose à lui. Je ne le savais pas autrefois, pense-t-il, mais je crois que maintenant oui. En regardant les yeux impassibles de son père, Wee-Woon comprend enfin la vérité. Son père savait déjà qu'il avait été empoisonné. Il n'était pas cruel ni indifférent. À sa manière, le démon céleste testait son fils, observant comment il surmonterait une situation aussi défavorable. Wee-Woon sait qu'avec les techniques apprises dans sa vie passée, il pourrait vaincre Gupiengo en un mouvement sans aucune énergie intérieure. Cependant, il ne peut pas dévoiler ses véritables compétences forgées par l'avenir maintenant. Il doit garder sa pleine puissance cachée pour l'instant. Avec une résolution renouvelée, Wee-Woon serre le poing, prêt à faire une déclaration qui choquera tous les présents. Il lève son poing bien haut et crie pour que tous l'entendent. Je déclare ici, devant tous les héros de notre culte, je combattrai Gupiengo, mon challenger, sans utiliser aucune énergie intérieure. La foule reste muette, abasourdie par la déclaration. Un des spectateurs murmure, incrédule, Même Gupiengo est surpris, les yeux écarquillés de choc, lâchant, quoi? Un autre membre de la foule, un homme au visage marqué, semble impressionné par l'audace. Oh, il a du cran, commande-t-il. Soudain, le choc initial de la foule se transforme en approbation rugissante. Ils se mettent à scander le titre d'Wee-Woon, maître épéiste sans égal. Maître épéiste sans égal. Gupiengo grince des dents de fureur, tandis que la foule acclame son adversaire. Espèce de petit. Bouillonne-t-il, se sentant totalement humilié. Ne voulant pas perdre la face, Gupiengo fait sa propre déclaration en levant le poing. Si c'est comme ça que tu joues, alors moi aussi je n'utiliserai pas mon énergie intérieure. Gupiengo tient son poing haut, le visage figé dans une fierté furieuse en répétant la condition de Wee-Woon. Certains spectateurs ne sont pas impressionnés. Quoi? Ils n'utiliseront pas leur énergie intérieure tous les deux? Ça promet d'être ennuyeux.
Se plaint l'un. Un autre ricane. TCH. Quelle perte de temps. Pris au piège par son propre orgueil, Gupiengo agrippe sa massive épée en jurant entre ses dents. Merde. Il avertit Wiwoon, deuxième jeune maître. Même si je n'utiliserai pas mon énergie intérieure, souviens-toi que mon épée n'a pas Dieu. Pour enfoncer son propos, il enfonce la lame dans le sol, brisant les dalles. Wiwoon regarde sa main, fléchit les doigts. Il ressent une légère étrangeté dans son corps rajeuni, se demandant s'il pourra le faire bouger avec la précision dont il a l'habitude. Gupiengo se précipite en avant, balançant son énorme épée depuis l'épaule. Dégainez votre épée, tonne-t-il. Wiwoon reste parfaitement immobile, la main posée sur la garde sans dégainer. Il déclare calmement, je ne pense pas avoir besoin d'une épée contre toi, toutefois. La foule explose de rire devant l'assurance suprême d'Wiwoon. Le visage de Gupiengo se teint de rage alors que quelqu'un s'écrie, bah, mec. Il te méprise totalement. Un sourire terrifiant et prédateur se dessine sur le visage de Gupiengo. Il gronde, toi. Je ne te tuerai pas puisque tu es le fils du chef du culte, grogne Gupiengo, les yeux luisants de malveillance, mais je t'arracherai un bras. Il bondit dans les airs, abattant son épée avec une force mortelle. Alors que l'énorme épée de Gupiengo tombe, Wiwoon bouge avec une grâce fluide qui défie la tension du moment. Il quitte sans effort la trajectoire de la puissante estocade, la lame le manquant de peu. L'esquive est parfaite. Une pensée de satisfaction traverse l'esprit de Wiwoon tandis qu'il se repositionne. Bien. Mon corps réagit instantanément, plus vite que je ne le pensais. Il ne se contente pas de se défendre, il prépare la suite. Gupiengo manque et enchaîne immédiatement par une puissante balayage horizontale, mais Wiwoon a déjà une longueur d'avance. Wiwoon fait un salto arrière avec grâce au-dessus de la lame, montrant une agilité qui défie la force brute de Gupiengo. Il atterrit parfaitement sur ses pieds et comble immédiatement la distance entre eux, se déplaçant plus vite que Gupiengo ne peut réagir. Un léger sourire flotte sur les lèvres de Wiwoon tandis qu'il sent la vitalité de sa jeunesse. Mon cœur bat avec tant de force à cet âge, pense-t-il, savourant la sensation. Gupiengo serre les dents de frustration, en sueur d'effort. Les esquives sans effort de Wiwoon commencent à le déstabiliser. Voyant le sourire en coin de Wiwoon, Gupiengo perd totalement son sang-froid. Espèce de salaud. Tu oses rire. Rugit-il, abattant son épée dans une rage aveugle. Mais Wiwoon n'est plus là. Il esquive sous la frappe avec aisance, laissant Gupiengo momentanément abasourdi par sa vitesse. Avant que Gupiengo ne puisse se remettre, Wiwoon assène un puissant coup de coude directement sur sa mâchoire. Gupiengo étouffe un halètement douloureux, la force du coup l'ébranlant jusqu'au plus profond de lui. Wiwoon ne lui laisse aucun répit, enchaînant immédiatement par un coup brutal au visage. L'assaut est implacable. Wiwoon, n'utilisant que ses mains nues, porte une pluie de coups dévastateurs, transformant le visage de Gupiengo en un amas ensanglanté. Un autre coup vicieux atteint sa cible, projetant la tête de Gupiengo en arrière tandis que le sang jaillit de sa bouche. Tout au long du passage à tabac brutal, le visage de Wiwoon reste froid et impassible, contraste saisissant avec l'expression souffrante de son adversaire. Wiwoon achève sa combinaison implacable par deux puissantes frappes de la paume, envoyant Gupiengo vaciller. Alors que Gupiengo tombe, Wiwoon saisit son bras. « C'était cette main » demande-t-il d'un calme glaçant. « Celle que tu as utilisée pour donner le poison. » Les yeux de Gupiengo s'écarquillent de terreur pure. Il n'en revient pas, Wiwoon sait. Avec un craquement répugnant qui résonne dans l'arène silencieuse, Wiwoon brise net le bras de Gupiengo. Un gros plan sur le visage de Wiwoon montre sa détermination froide et inébranlable. Ce n'est pas juste un combat, c'est un jugement. La foule observatrice pousse un cri collectif, choqué par le tournant brutal et soudain des événements. Gupiengo pousse un dernier cri agonisant avant de s'effondrer au sol, complètement vaincu. Wiwoon se tient droit au-dessus de son adversaire à terre, son expression indéchiffrable. Le combat est définitivement terminé. Il regarde au loin d'un regard d'acier, une nouvelle résolution se durcissant en lui. Maintenant que je suis revenu dans le passé, je ne vous laisserai plus influencer la façon dont je vis ma vie. Depuis son trône, le démon céleste lève la main, signalant la fin officielle du combat. Au milieu du silence stupéfait de la foule, la voix du démon céleste résonne dans l'arène, tenant sa promesse. Comme je l'ai dit, je t'accorderai un vœu. Se penchant depuis son trône, le démon céleste regarde son fils victorieux, son expression impénétrable. Dis-moi ce que tu désires. Wiwoon se tient au centre de l'arène, regardant son adversaire vaincu. Tout le culte observe, attendant en silence d'entendre quel vœu il demandera. Il pense en lui-même, sachant que dans cette situation, on demanderait normalement une épée d'artisan puissante ou un manuel secret d'arts martiaux pour accroître sa force. Il sait que c'est ce que tout le monde, y compris son père, s'attend à ce qu'il demande. Une requête prévisible de puissance. Mais Wiwoon a appris de sa vie passée. Il a maintenant un objectif différent. Mais, cette fois, je suivrai mes instincts, pense-t-il, avant de commencer à formuler son vœu. Je souhaite. Avec un léger sourire confiant, il regarde son père et formule sa demande inattendue. Partir à la chasse avec toi, père. Après la victoire décisive de Wiwoon, son père, le démon céleste, le regarde avec une expression pensive et impénétrable, restant silencieux. Sur la scène du duel, Gupiengo est à genoux, battu et ensanglanté, ayant été complètement maîtrisé par Wiwoon. Le démon céleste pose à son fils une question importante, lui accordant un vœu pour sa victoire. « Tu veux chasser avec moi ?» Wiwoon confirme d'un sourire confiant. « Oui. »
J'ai entendu dire que tu aimais la chasse quand tu étais jeune. J'aimerais apprendre à chasser avec toi. Les yeux du démon céleste se plissent légèrement tandis qu'il assimile la demande inhabituelle de son fils, une lueur de surprise traversant son regard. Après un moment de réflexion, il accepte la proposition. Nous partirons demain à l'aube, déclare-t-il. Ayant pris sa décision, le démon céleste se tourne et s'éloigne, laissant Wi-Wun seul sur la plateforme. Wi-Wun reste seul, une expression pensive et déterminée sur le visage tandis qu'il fixe l'horizon, réfléchissant à ses prochaines démarches. Il baisse les yeux d'un regard froid et calculateur, pensant à son adversaire vaincu. Quel idiot! Wi-Wun jette un coup d'œil à Gu Piengo vaincu, trouvant incroyable que le vœu de son adversaire ait pu être si pathétique. Wi-Wun esquisse un sourire moqueur, narguant son rival à terre, lui demandant quel était à nouveau son nom. Fou de rage et humilié, Gu Piengo crie qu'on exécute Wi-Wun. Avec une clarté et un but retrouvé, Wi-Wun se dit intérieurement qu'il n'est plus intéressé par les ambitions imprudentes et à courte vue qui définissaient autrefois leur vie. La scène se transporte vers le grand domaine du culte, sous un magnifique ciel crépusculaire étoilé. De retour dans sa chambre, Wi-Wun regarde son reflet dans un miroir, touchant son visage en s'émerveillant d'être à nouveau jeune, contraste saisissant avec l'homme âgé qu'il avait été. En se regardant dans le miroir, le reflet de son moi plus âgé aux cheveux blancs de sa vie précédente apparaît, rappel silencieux du long et ardu chemin qu'il a déjà parcouru. Ses pensées se tournent vers son ennemi ultime, H.W. Mogi. Il complote, que pourrait-il bien faire en ce moment? Si je peux le trouver et le tuer avant qu'il ne devienne fort, alors je pourrais résoudre cette affaire facilement. Mais il reconnaît le problème, H.W. Mogi est difficile à trouver. Il se souvient comment H.W. Mogi est apparu dans le Jianghu comme tombé du ciel, une force soudaine et calamiteuse. Wi-Wun se rappelle la dévastation causée par H.W. Mogi, détruisant l'alliance Murim, l'alliance hétérodoxe et le culte démoniaque avant de disparaître du monde, ne laissant que peu d'informations derrière lui. Il sait que simplement annoncer le nom de H.W. Mogi au monde pour tenter de le retrouver serait un acte dangereusement provocateur. Finalement, Wi-Wun réaffirme sa voix. Sa priorité absolue reste de devenir encore plus fort que son némésie, H.W. Mogi. La résolution renforcée, Wi-Wun se tient dans ses quartiers, la lumière projetant de longues ombres autour de lui. Une voix l'interpelle depuis l'embrasure de la porte, s'adressant à lui avec respect, « Jeune maître ». Une silhouette, vue de dos, entre dans sa chambre et le félicite pour sa prestation au duel. « Tu as très bien combattu aujourd'hui ». Wi-Wun se retourne, l'air soudainement surpris en reconnaissant la personne. « Lian » demande-t-il, étonné. Une femme corpulente au visage jovial et aux cheveux en chignon s'avance, s'annonçant formellement « Garde du corps, Lian ». Le souvenir d'Wi-Wun s'aligne, désormais chargé du poids profond de sa vie passée. C'est vrai. Lian était avec moi, pense-t-il, le fait simple prenant une signification bien plus grande. En la regardant maintenant, son esprit se remplit de regrets et d'une nouvelle compréhension. Il réalise avec une pointe de culpabilité. Je ne savais pas à l'époque que sa taille énorme venait des arts martiaux qu'elle avait appris. Non, je n'ai jamais compris que c'était pour moi. Il se rappelle les détails de la technique de pétrification du corps, un art secret enseigné à quelques élus. Il permet de rendre le corps aussi dur que la pierre, mais son principal défaut est d'en gonfler incroyablement l'enveloppe. Le souvenir devient douloureusement clair. Lian s'est jeté devant lui, utilisant son propre corps pour bloquer l'aura mortelle de l'épée envoyée par H.W. Mogi. Wi-Wun a survécu grâce à son sacrifice ultime. Ramené au présent, Lian remarque son regard intense et demande, confuse et innocente, « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Wi-Wun est frappé par une nouvelle prise de conscience. Pensant en lui-même, « Je n'avais pas réalisé que sa voix était si agréable. » Il poursuit son monologue intérieur, rempli de regrets. Elle était prête à donner sa vie pour moi, et moi je ne la voyais que comme une simple garde du corps à l'époque. En la regardant maintenant, il avoue son ignorance passée. Je l'ai tenue pour acquise. Comme on tient pour acquis l'oxygène dans l'air. Wi-Wun et Lian se tiennent face à face. Une douce lumière dorée les enveloppant alors qu'il la voit sous un jour complètement nouveau. Un sourire en coin joue sur ses lèvres tandis qu'il pense « Elle est plus grosse que dans mon souvenir », reconnaissant le changement physique causé par son sacrifice. Lian le regarde, son expression mêlant curiosité et perplexité, questionnant silencieusement son comportement étrange. La mémoire de Wi-Wun dérive vers le passé, vers la jeune Lian jadis louée comme une grande beauté, destinée à un avenir éblouissant. Puis, la fille autrefois belle prit soudain du poids, son apparence changea radicalement. Malgré ce changement, elle souriait de toutes ses dents et lui fit la promesse « Je te protégerai, jeune maître ». Wi-Wun réalise avec une pointe de culpabilité. Je n'avais pas su alors qu'elle avait tant pleuré en devenant aussi grosse. Et je n'avais jamais remarqué comment ses yeux avaient enflé à cause de ça. Je me demande ce qu'elle a ressenti. Il réfléchit à l'ampleur de son sacrifice. Elle a renoncé à son apparence alors qu'elle aurait pu être la plus belle du monde. Il se demande comment l'ai-je traitée après cela. Un souvenir douloureux refait surface. Il s'était reculé quand elle lui offrait gaiement à manger. Il avoue, peut-être, je l'ai traitée plus froidement avec le temps après qu'elle ait grossi. Débordé de regrets, ses yeux se remplissent d'une profonde tristesse pour sa cruauté et son ignorance passée. Le regard fixé sur elle avec une détermination inébranlable, Wi-Wun fait un serment solennel. « Lian, je te promets ceci. » Il reprend sa promesse, la voix emplie de conviction, « Je te débarrasserai des effets secondaires de la technique de pétrification du corps. » Lian le fixe, muette de stupeur. Voyant son expression inhabituellement intense, Lian s'inquiète et demande « Jeune maître ? Ça va ?» Wi-Wun se ressaisit, adoucissant son expression. « Ça va, dit-il,
puis se corrige avec un nouveau sentiment de paix. Non. En fait, je vais bien. Toujours perplexe devant ce changement d'attitude, Lian remarque. Tu agis un peu bizarrement aujourd'hui. Wi-Woon sourit faiblement, pensant qu'elle est toujours aussi perspicace. Comme prévu, Lian. Elle a remarqué que j'ai changé. Avec un sourire confiant, il se tourne vers elle et dit « Allons Y. Je vais te montrer quelque chose d'encore plus étrange. » Il prend les devants, l'épée à la main. Lian le suit, complètement déconcerté. « Où allons-nous » demande-t-elle. Wi-Woon répond simplement « Renverser la table à manger ». Une phrase mystérieuse qui approfondit son incompréhension. Il la conduit à travers la nuit jusqu'à leur destination, les cuisines du domaine. C'est ici que le premier acte de sa nouvelle vie, et de sa rétribution, est sur le point de commencer. Wi-Woon et Lian entrent dans les cuisines, où les cuisiniers sont alignés, s'inclinant nerveusement, ressentant la gravité de cette visite inattendue. Plantant son regard glacial dans celui du chef, Wi-Woon va droit au but, sa voix perçant le silence. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» Le chef regarde vers le haut, feignant l'ignorance et la confusion. « Pardon ? Que voulez-vous dire ?» demande-t-il, cherchant à détourner la question non posée. Wi-Woon ne mâche pas ses mots. « Je te demande pourquoi tu as empoisonné mon repas avec le poison dissipateur d'énergie. » L'accusation directe déclenche une onde de panique parmi les cuisiniers. Le véritable coupable, un jeune cuisinier, tressaille et nie frénétiquement l'accusation. « Ce n'est pas moi !» s'exclame-t-il, la sueur perlant sur son front. Le regard d'Wi-Woon se tourne vers le jeune cuisinier paniqué, révélant sa connaissance du passé. « Tu as perdu les 3000 nians que tu as reçus au jeu. » Le cuisinier se fige, choqué qu'il connaisse le montant exact. Wi-Woon se remémore intérieurement la triste histoire. Le fils du cuisinier est devenu accro au jeu, accumulant une dette énorme. Il a dilapidé l'argent de ses parents et même des fonds empruntés à des amis, le poussant à l'acte désespéré d'empoisonner le repas du jeune maître contre une rémunération. Coincé et démasqué, le jeune cuisinier s'effondre sur le sol, sanglotant et implorant pour sa vie. « J'ai commis une grave erreur, épargnez-moi. J'ai été aveuglé par l'argent. » Ignorant les supplications, Wi-Woon insiste pour obtenir une confirmation, son expression froide et détachée. « Gu Piengo t'a-t-il cherché en personne pour te donner l'argent ?» Terrifié, le cuisinier ne peut qu'avouer la vérité, sa voix tremblante tandis qu'il confesse. « Oui. » Poursuivant la scène précédente, le tableau est chaotique. Wi-Woon est suspendu en l'air, son épée venant de trancher un adversaire, projetant une gerbe de sang à travers la pièce. En dessous, un autre homme lève les yeux, complètement choqué. Les autres cuisiniers, y compris le vieux cuisinier Lim, sont figés de terreur, leur visage pâle de choc et de peur en voyant l'issue sanglante de la justice rapide d'Wi-Woon. Wi-Woon atterrit, son expression froide et sévère. Il regarde les spectateurs terrifiés et les interpelle d'un ton strict, s'enquérant de comment un cuisinier a pu oser empoisonner la nourriture de quelqu'un. Immédiatement, le cuisinier Lim et le reste du personnel de cuisine se prosternent, s'agenouillant au sol. Le cuisinier Lim prend la responsabilité entière, présentant ses excuses les plus sincères au jeune maître. Wi-Woon, toutefois, n'est pas satisfait. Il interroge directement le cuisinier Lim, demandant pourquoi il endosse la faute alors que c'est un autre qui a commis l'acte d'empoisonnement. Wi-Woon maintient son regard perçant, observant calmement la tentative désespérée du chef de prendre le blâme. Il sait qu'il y a plus dans cette affaire qu'il n'y paraît. Il tend alors un piège logique au cuisinier Lim. Si tu es responsable de tout ce qui se passe en cuisine, cela signifie-t-il que tout acte injuste commis dans l'ensemble du culte est la faute de ton père? Le cuisinier Lim est stupéfait par la question. Une jeune fille à l'air innocent en arrière-plan, sans doute une cuisinière junior, ne peut s'empêcher de s'exclamer que ce ne peut sûrement pas être le cas, soutenant accidentellement le raisonnement d'Wi-Woon. Pris au piège par la logique d'Wi-Woon et incapable de répondre, le cuisinier Lim reste complètement sans voix, le visage marqué par le désespoir. Affaire réglée, Wi-Woon se retourne et s'éloigne avec une aura d'autorité. Il leur ordonne d'arrêter ses sornettes et de lui préparer simplement des nouilles au poulet effiloché, cela faisant un moment qu'il n'en a pas mangé. Le cuisinier Lim ne peut que regarder, toujours sans voix et agenouillé au sol, tandis que le jeune maître s'éloigne, ayant complètement démantelé sa tentative de couvrir le véritable coupable. Alors Wi-Woon s'éloigne, la jeune fille qui avait pris la parole le suit, intriguée par sa demande de dîner. Elle lui demande « Tu ne l'as pas déjà mangé il y a quelques jours ?» Wi-Woon ne rompt pas sa démarche, son expression impénétrable tandis que la question de la fille reste en suspens. La fille le regarde, le visage plein d'une curiosité innocente, inconsciente de la signification profonde derrière son simple désir de nourriture. Dans un instant de réflexion intérieure, Wi-Woon se dit que pour lui, la dernière fois qu'il a mangé ce plat ne remonte pas à quelques jours, mais à plusieurs décennies. Un signe clair de l'immense expérience de vie qu'il porte de sa régression. La scène passe à l'aube suivante. Nous sommes au pavillon du démon céleste, où apparaît une nouvelle silhouette imposante. Le père d'Wi-Woon, le démon céleste, un homme à l'aura puissante et au regard sévère. Le démon céleste regarde son fils et l'interroge, questionnant tous les bagages distrayants qu'il porte pour ce qui devrait être un simple voyage. Wi-Woon se tient devant son père, chargé d'un grand sac à dos, d'un arc et d'un carquois de flèches. Il explique calmement que ce sont des affaires nécessaires pour les prochains jours. Son père note qu'il n'avait prévu qu'une journée de chasse. Wi-Woon réplique d'un regard entendu, suggérant que son père pourrait apprécier la chasse et décider de rester quelques jours de plus. L'œil du démon céleste se plisse légèrement. C'est un observateur avisé, et la préparation inhabituelle ainsi que l'assurance de son fils n'ont pas échappé à son attention. Alors Wi-Woon passe à côté de lui,
Son père commente le rêve ambitieux qu'il semble nourrir, remarque teintée à la fois de scepticisme et d'un léger intérêt. La scène s'élargit pour révéler la vaste et imposante chaîne de montagnes qui sert de toile de fond au domaine du culte, paysage véritablement à couper le souffle et intimidant. Père et fils s'aventurent dans la nature, marchant à travers une forêt dense enveloppée d'un épais brouillard mystérieux. La chasse commence. Alors qu'ils marchent, le démon céleste rompt le silence par une observation surprenante, disant à Weewoon « Tu es meilleur que je ne le pensais ». Le commentaire inattendu fait s'emballer l'esprit de Weewoon. Il se demande immédiatement si son père, doté d'une vive perception, a vu à travers la ruse et remarqué les compétences qu'il avait délibérément dissimulées lors de son combat contre Gupiengo. Après un moment de silence tendu, Weewoon décide que l'honnêteté est la meilleure approche. Il conclut qu'il vaudrait mieux dire la vérité à son père. Weewoon admet franchement « Je cachais mes aptitudes ». Sans manquer un battement, son père, le démon céleste, tourne légèrement la tête et répond d'un ton calme mais entendu « Je l'ai remarqué ». Un léger rictus confiant joue sur les lèvres de Weewoon. Il clarifie sa position par une métaphore. « Je ne suis pas un chat qui crache, mais une bête qui cache ses griffes ». Son père met la métaphore au défi par une question simple et tranchante. Pourquoi une bête cacherait-elle ses griffes? Impliquant que la vraie puissance n'a pas besoin de se dissimuler. Pris au dépourvu par la question directe, Weewoon admet qu'il n'avait pas envisagé cette perspective. Son père rétorque « C'est pour ça que tu es un chat », écartant avec amusement la tentative de son fils d'apparaître intimidant. Changeant de sujet, le démon céleste aborde le cœur du sujet et pose à son fils une question directe sur ses capacités. Quelle mesure de l'art de l'épée volante as-tu maîtrisé? La narration explique l'importance de cette technique. L'art de l'épée volante est un style puissant transmis exclusivement par la lignée du démon céleste. De plus, c'est un art martial extrêmement avancé, comparable aux techniques utilisées par les redoutables souverains démoniaques, soulignant sa difficulté et sa puissance. Avec une confiance inébranlable, Weewoon regarde son père dans les yeux et fait une déclaration audacieuse. « Je l'ai complètement maîtrisé ». Pour mettre cette affirmation à l'épreuve, le démon céleste déclenche soudainement et sans avertissement une puissante décharge d'énergie directement sur Weewoon. Weewoon esquive instinctivement, mais l'attaque est si rapide qu'elle souffle un trou dans son sac à dos. Il se dit que s'il n'avait pas tourné la tête, sa joue entière aurait disparu. Weewoon reproche à son père cette attaque imprudente, mais le démon céleste se contente de rester immobile, confirmant par son acte que son fils a bien maîtrisé l'art. Weewoon demande ce que son père aurait fait s'il n'avait pas réussi à esquiver. Le démon céleste explique que l'attaque était le prix du mensonge, et qu'un véritable maître l'aurait de toute façon esquivé. Weewoon, touchant sa joue, réplique habilement qu'une cicatrice n'irait pas à un visage qui ressemble tant à celui de son père. Son père reste silencieux, son expression sévère impénétrable, mais peut-être légèrement impressionné par la réponse spirituelle et audacieuse de son fils. Pendant un bref instant, Weewoon sent une goutte de sueur, se demandant s'il n'a pas poussé sa chance en exagérant avec sa réplique ingénieuse. Le démon céleste tourne le dos et adresse un rare compliment sincère. Il admet que le fait que Weewoon ait complètement maîtrisé l'art à son jeune âge mérite réellement des louanges. Weewoon est visiblement surpris, une goutte de sueur au front. Il n'est manifestement pas habitué à recevoir un tel éloge direct de la part de son père redoutable. Le test terminé, les deux poursuivent leur chemin plus profondément dans la forêt constellée de rayons de soleil, l'atmosphère entre eux ayant subtilement changé. Un petit sourire sincère éclaire le visage de Weewoon tandis qu'il regarde le dos de son père. D'une voix calme et sincère, il dit « Merci ». Ils avancent plus avant dans la nature sauvage, passant devant une grosse bûche tombée couverte de lianes, la destination de leur chasse restant inconnue. Au bout d'un moment, le démon céleste s'agenouille pour examiner le sol. Il se tourne ensuite vers Weewoon et pose une nouvelle question. « De qui as-tu appris la chasse ?» Weewoon hésite un instant avant de répondre « Mon frère aîné ». La réponse semble puiser dans les souvenirs de sa vie antérieure. La mention d'un frère aîné semble troubler Weewoon dans son état actuel de jeunesse, puisqu'il demande à son père « J'avais un oncle ». L'expression du démon céleste se crispe tandis qu'il livre une choquante histoire familiale. Il est mort. Je l'ai tué quand j'avais à peu près ton âge. Weewoon reste stupéfait et sans voix. Weewoon demeure sans parole, le poids des mots de son père s'enfonçant en lui. Cette révélation brutale sur la succession du culte et l'histoire de sa famille le laisse complètement choqué. Le démon céleste regarde son fils abasourdi et dit « Tu as bien agi », commentaire énigmatique reconnaissant la réalité brutale de l'histoire familiale. Il poursuit en regardant au loin. Sinon, Lai san l'implication sinistre non dite. Weewoon complète sombrement la pensée dans son esprit, réalisant la vérité crue. Si son père n'avait pas tué son oncle, lui-même ne serait jamais né. Le démon céleste reste silencieux, son profil stoïque n'offrant aucun réconfort, permettant au poids de ses actes passés de s'installer entre eux. Ils continuent de marcher en silence, le bruit de leurs pas étant la seule chose qui brise l'atmosphère lourde créée par la sombre révélation. Dans un monologue intérieur empreint d'une maturité nouvelle, Weewoon réfléchit que même son puissant père a dû être blessé par l'acte de combattre les siens. Il se dit que plus une personne paraît forte, plus ses blessures cachées peuvent être profondes. Ses pensées remontent dans le temps, compatissant à la difficile position dans laquelle se trouvait son père. Il imagine le père d'autrefois, réalisant qu'à l'époque il devait se sentir sans autre solution. L'expression de Weewoon montre de la compréhension. Il conclut que son père n'aurait pas vu d'autre moyen de remporter la brutale guerre de succession que de tuer son propre frère. Serrant le poing avec résolution, Weewoon affirme sa propre position. Il dit à son père qu'il ne peut pas faire ce que celui-ci a fait, rejetant fermement la voie du fratricide. Regardant son père avec sérieux, il ajoute que son père sait déjà qu'il est inutile que Weewoon envisage un tel acte,
tentant de tracer une ligne entre leurs destinées. Une image sinistre et ombragée du démon Clest apparaît lorsqu'il donne une réponse glaante. Parce que mon frère est si vicieux et cruel. Laissant entendre qu'Wi-Wun n'aura pas le choix. Un gros plan sur le visage du démon Clest montre son expression froide et termine neuf, tandis qu'il parle de la cruauté de son autre fils. La conversation s'achève et ils reprennent leur chemin à travers les bois denses, la tension restant palpable entre eux. Wi-Wun ricane intérieurement aux paroles de son père, pensant « il parle mal de lui quand il n'est pas elle, hein ?» notant l'hypocrisie. Le paysage passe une vue dramatique de haute fléchesse montagneuse précaire, soulignant l'environnement rude et dangereux qu'il traverse. Avec une agilité incroyable, le duo pré et fils saute des falaises escarpes et rocheuses, se déplaquant avec une vitesse et une GRCE qui défient la gravitation. En chemin, l'expression de Wi-Wun est pensive, une goutte de sueur au visage tandis qu'il assimile la conversation lourde et le chemin qui l'attend. En gravissant une paroi, Wi-Wun réfléchit sa vie en trieur. Il se souvient qu'il ne s'est jamais marié, et parce que cela, il n'a jamais connu ce que c'est d'avoir des enfants. Il atterrit fermement au sol, son monologue interne se poursuivant. Ce manque d'expérience le rend curieux de la nature de leur relation. Il regarde vers son père, silhouette sur une corniche plus haute, et se demande « quel genre d'existence ai-je pour TRE pré ?» Alors qu'il marche le long d'une CRTE, Wi-Wun est soudain alerte par son pré, qui s'étare et regarde intensement quelque chose devant eux. Ils s'arrêtent au bord d'une falaise, surplombant la forêt en contrebas. Le démon Clest peroie une présence et demande « Y a-t-il quelque chose ?» Son pré se tourne vers lui, un léger sourire aux lèvres, et déclare qu'il trouve leur prochain repas, notre dîner. Wi-Wun est déconcert, bandant son arc mais ne voyant aucune cible visible. Il remet en cause la déclaration de son pré. Il faut le tuer? Mais comment tuer quelque chose qu'on ne voit madame pas? Le démon Clest ne répond pas par des mots, mais par une léon. Il ordonne Wi-Wun, d'abord, ferme les yeux et sens ton environnement. Wi-Wun, surpris par l'ordre inhabituel, comprend que c'est la réponse de son pré. Un nouveau type d'entraînement commence. Wi-Wun ferme les yeux en concentration et accepte l'instruction de son père, disant simplement « d'accord ». Alors Wi-Wun se tient enveloppé d'une aura bleue. Son pré explique la technique. Les maîtres martiaux peroivent leurs adversaires en sentant les vibrations de l'air alentour, une habileté connue sous le nom de perception du flux d'énergie d'un TRE. Wi-Wun tente de suivre l'instruction, mais il trouve cela difficile. La seule chose qu'il peroie est le flux d'énergie rouge, puissant et ardent, manant de son pré proche. Voyant la lutte de son fils, le démon Clest propose l'étape suivante de la Léon. Il ordonne Wi-Wun d'envoyer sa propre énergie, en une seule ligne concentre 9 feux. Il donne la dernière instruction pour cet exercice. Wi-Wun doit alors affiner cette ligne d'énergie de plus en plus sans qu'elle ne se rompe, un difficile exercice de concentration et de contrôle. Poursuivant la Léon, le démon Clest demande son fils de penser son corps comme une pelote de laine. Il développe la technique, disant Wi-Wun de décharger lentement son énergie comme s'il tirait un fil unique de la pelote. Wi-Wun ferme les yeux, se concentrant intensement alors qu'il tente de mettre en pratique les instructions de son pré. Un flot d'énergie bleu stand depuis Wi-Wun. Le démon Clest demande s'il a atteint l'objet, et Wi-Wun confirme qu'il peroie quelque chose. Wi-Wun reste concentré, les yeux clos. Son pré lui demande alors ce qu'il pense que l'objet est. L'énergie coule vers l'extérieur, prenant une forme dans l'obscurie. Wi-Wun l'identifie comme un arbre, et son pré lui dit de fouiller les environs. Le démon Clest l'encourage à avancer lentement, tandis que l'énergie de Wi-Wun continue de sonder l'obscurie. La concentration de Wi-Wun s'intensifie, la sueur perlant sur son front alors qu'il pousse davantage ses sens. Soudain, son énergie entre en contact avec autre chose. Par ses sens, le visage menaçant d'un sanglier aux défenses apparaît dans son esprit. Les yeux de Wi-Wun s'ouvrent d'un coup, brillant d'énergie, alors qu'il s'exclame, choqué, identifiant la créature comme un sanglier. Dans la forêt baignée de soleil, Wi-Wun se demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un ours. Son père note son poil raide et son corps allongé, concluant que ça ressemble à un sanglier. Le démon céleste regarde Wi-Wun d'un air pensif puis confirme, après une légère pause, que oui, c'est un sanglier. Wi-Wun reste silencieux tandis que son père continue de l'observer, une expression réfléchie sur le visage. Le démon céleste avoue qu'au début, lui non plus n'avait pas réussi à deviner l'animal à une telle distance, louant subtilement la réussite de Wi-Wun. Wi-Wun répond avec un sourire confiant, attribuant son succès à un corps doué pour apprendre rapidement les arts martiaux, affirmant que ce n'est pas grand-chose pour lui. Le démon céleste écoute l'explication assurée de son fils, son expression impénétrable. Plus tard, près d'un feu, le démon céleste regarde Wi-Wun préparer habilement le sanglier chassé. Il demande quand Wi-Wun a appris à faire cela, notant qu'il paraît trop expérimenté pour un débutant qui aurait appris dans un livre. Wi-Wun touche le sanglier cuit et se réjouit que cela semble ainsi. Intérieurement, il avoue que c'est parce qu'il avait chassé d'innombrables sangliers pour se nourrir avant sa régression. Le démon céleste est assis sur une peau de tigre que Wi-Wun a portée. Wi-Wun explique qu'il a préparé pour gagner sa faveur, remarquant que cela valait la peine de porter ce lourd bagage. Le démon céleste ferme les yeux et demande directement si l'objectif de Wi-Wun pour cette chasse était de l'impressionner et de devenir le successeur. Wi-Wun nie fermement, affirmant qu'il sait que ce genre de flatterie ne marcherait pas sur son père et qu'il peut devenir successeur par lui-même, sans son aide. Le démon céleste commente la quantité de confiance que montre Wi-Wun. Wi-Wun s'approche du feu de camp où est assis son père, qui lui demande de nouveau sa véritable raison de vouloir chasser ensemble. Wi-Wun fait face à son père, prêt à révéler ses intentions. Il dit avoir 2 raisons pour la chasse. D'abord, il voulait apprendre tout ce qu'il pouvait du démon céleste pour devenir plus fort. Un objectif qu'il croit avoir déjà atteint lors de ce voyage.
Le démon céleste écoute cette première raison, le regard fixé sur son fils. Il pose alors une question cruciale, sondant l'ambition de Wi-Wun. Que vient-il après devenir plus fort? Wi-Wun précise son ambition, expliquant qu'il ne cherche pas à devenir plus fort juste pour usurper le titre de démon céleste. Il reconnaît que son père est encore en bonne santé et fort, et qu'il ne veut pas gâcher sa jeunesse à viser cette position. Levant les yeux vers le ciel étoilé, Wi-Wun déclare qu'il se contente d'apprendre les arts martiaux du démon céleste sans nécessairement devenir le successeur. Son monologue intérieur révèle son véritable objectif. Il doit rapidement apprendre et maîtriser l'art démoniaque des 9 calamités, et même le dépasser. Il révèle la raison de son ambition intense. Même son père, le démon céleste, qui avait maîtrisé l'art démoniaque des 9 calamités, avait autrefois perdu face à un ennemi redoutable nommé H.W. Mogi. Regardant l'immensité du ciel nocturne, Wi-Wun réaffirme sa détermination. Pour affronter un tel adversaire, il doit, au minimum, maîtriser la technique ultime de son père. Après avoir entendu la première raison de Wi-Wun, le démon céleste, d'un regard perçant, demande quelle est la seconde raison. Wi-Wun se tourne vers son père, un léger sourire sincère aux lèvres, se préparant à révéler sa motivation plus personnelle. Il regarde le feu de camp entre eux et avoue qu'il voulait simplement passer du temps seul avec son père, car c'est la première fois qu'ils le font. Le démon céleste ricane, rejetant le sentiment de son fils comme une émotion inutile qui ne ferait que le conduire à la mort dans leur monde brutal. Wi-Wun réplique en demandant pourquoi c'est inutile. Il explique que passer du temps avec la personne la plus forte du monde rend toute activité extraordinaire. S'ils chantent, c'est la plus grande chanson du monde. S'ils boivent, c'est la plus grande liqueur du monde. Le démon céleste écoute l'explication passionnée de son fils, sa façade sévère montrant la moindre fissure tandis qu'il semble digérer ces mots inattendus. Il tourne légèrement la tête, le regard pensif et peut-être un peu surpris par la profondeur des sentiments de son fils. Wi-Wun regarde son père, attendant en silence une réponse. Wi-Wun révèle sa vulnérabilité, admettant que chaque fois qu'il a essayé de se souvenir de son père dans sa vie passée, il n'avait pas de vrais souvenirs de lui, car les souvenirs de peur ne comptent pas. Avec une détermination calme, Wi-Wun déclare que dans cette nouvelle vie, il ne veut pas seulement avoir de tels souvenirs. Mais il ajoute une précision. Son père ne doit pas trop se réjouir, car cette démarche est pour lui-même. Alors que le ciel commence à s'éclaircir, le démon céleste annonce que l'aube est venue et suggère qu'il rentre maintenant. Wi-Wun, cependant, s'oppose. Il insiste pour dire qu'ils ne partent pas encore, arguant que puisqu'ils sont sortis chasser avec le grand démon céleste, ils doivent au moins tuer un tigre avant de partir. Le démon céleste est surpris par la demande audacieuse et inattendue de son fils, laissant échapper un « quoi ?» étonné. Intrigué par l'audace de Wi-Wun, le démon céleste lui dit de ne pas rester là comme un idiot et de le suivre, acceptant le nouveau défi. Excité et galvanisé par l'acceptation de son père, Wi-Wun accepte avec empressement, serrant les poings en anticipation. Dans un nouvel endroit, probablement une bambouseraie, le démon céleste entame la leçon suivante. Il dit à Wi-Wun de fermer de nouveau les yeux, l'informant que la nouvelle cible est à 100 mètres, plus loin que la précédente proie. Il donne à Wi-Wun une instruction nouvelle et plus avancée. Cette fois, il doit sentir le vent et y insuffler directement son énergie. Wi-Wun pense intérieurement que, pendant tout son apprentissage des arts martiaux dans sa vie antérieure, il n'avait jamais envisagé d'infuser son énergie dans le vent. C'était une technique que personne ne lui avait jamais enseignée. Suivant l'ordre de son père, Wi-Wun ferme les yeux et recommence à décharger son énergie, tentant cette fois la difficile technique d'infusion dans le vent. Voyant le départ lent et trop prudent de son fils, le démon céleste le critique immédiatement. Il avertit Wi-Wun qu'une telle hésitation réduira cet art puissant à un simple tour, l'exhortant à envoyer son énergie vers la cible aussi vite que possible pour que cela soit viable en combat réel. Alors que Wi-Wun se concentre, il sent deux forces distinctes. Le flux naturel du vent et le courant de sa propre énergie bleue existaient séparément. Il serre les dents de frustration, peinant sur le cœur du problème. Il comprend les deux composants, mais il ne sait pas comment les combiner. Soudain, quelque chose clique. Un éclair d'intuition le frappe et il a un moment de révélation. Il fait une percée. Il comprend enfin que mettre son énergie dans le vent ne consiste pas simplement à la laisser porter comme un courant. La véritable solution lui apparaît. Ce qu'il doit faire, c'est emmêler les deux forces, tisser son énergie et le vent ensemble en un seul. Avec cette nouvelle compréhension, son énergie fusionne avec le vent et jaillit en avant jusqu'à atteindre sa cible, révélant l'œil perçant et lumineux d'un tigre au loin. Les yeux de Wi-Wun s'ouvrent brusquement, grands, mêlant choc et triomphe alors qu'il localise avec succès leur redoutable proie. Dans une forêt de bambous, Wi-Wun s'écrie, alarmé, il y a vraiment un tigre. Son père, le démon céleste, se tient à côté de lui, l'expression impénétrable. Le démon céleste se tourne vers son fils avec un regard sévère, interrogeant son exclamation « Qu'est-ce qui se passe ?» Il conseille à Wi-Wun « Ne deviens pas paresseux dans ton entraînement de décharge d'énergie. Plus tu peux maintenir de lignes d'énergie, plus tes chances de survie sont élevées. » Wi-Wun répond obéissant « Compris, père. Je m'en souviendrai. » Plus tard, Wi-Wun brandit une gourde d'alcool, pensant pour lui-même que c'est son atout le plus fort. La nuit tombée, Wi-Wun et son père s'assoient autour d'un feu de camp, partageant un verre. Le démon céleste prend une gorgée et hoche la tête d'approbation, déclarant « C'est bon ». Wi-Wun boit et feint la faiblesse, affirmant « C'est encore trop fort pour moi ». Intérieurement, toutefois, il se dit « C'est un mensonge ». Pourtant, le démon céleste regarde son fils avec suspicion. Il sait qu'aucun humain démoniaque ne se plaindrait jamais qu'une liqueur soit trop forte. Il continue de tester Wi-Wun, affirmant qu'avoir un cœur vicieux est plus important que savoir boire. Puis il pose une question perçante. Un cœur vicieux ?
Peux-tu me tuer pour que tu puisses vivre? Fivunnie exteriorment. Non. Comment un enfant pourrait-il tuer ses parents? Mais ses pensées intérieures révèlent sa vraie nature. Honnêtement, c'est aussi un mensonge. Si j'avais une raison suffisante de le tuer, je pourrais le faire même s'il est mon père. Pourtant, Wi-Wun réfléchit que c'est la première vraie conversation qu'il ait jamais eue avec son père. Dans ce rare moment de connexion, il se demande s'il pourrait réellement tenir davantage à sa propre vie qu'à celle de son père. Le regard perçant du démon céleste semble analyser chaque mot de son fils, essayant de voir au-delà de la façade. Prenant une autre gorgée, il dit à Wi-Wun, « Si tu hésites à cela, alors tu ne devrais pas dire des choses comme avoir un cœur vicieux. » Wi-Wun relève le défi avec une expression calme, tenant la gourde et déclarant, « Il va falloir que j'apprenne à boire de l'alcool fort alors. » Le démon céleste le regarde simplement, ses pensées cachées derrière une expression silencieuse et sévère. La scène passe à un grand pavillon sous le calme ciel étoilé, indiquant un changement de temps et de lieu. À l'intérieur, Wi-Wun est assis seul en posture méditative, son épée posée devant lui tandis qu'il se prépare à entraîner son énergie intérieure. Il laisse échapper une lente respiration contrôlée, focalisant son esprit et son âme. Un léger sourire confiant effleure les lèvres de Wi-Wun tandis qu'il ressent les résultats de son entraînement. Il se dit, après m'être concentré sur l'entraînement pendant quelques jours depuis ma régression, je peux maintenant infuser librement mon énergie dans le vent. Je peux aussi maintenir 3 à 4 lignes. Il n'avait pas prévu que son père lui enseigne cette technique. À présent, avec la capacité de sentir son environnement, c'est comme avoir une vie supplémentaire, lui permettant de détecter les ennemis avant qu'ils n'attaquent. Wi-Wun réalise l'immense potentiel de ce pouvoir. S'il poursuit son entraînement et apprend à libérer plus de 10 lignes d'énergie à la fois, il pourrait neutraliser toutes les techniques de furtivité utilisées par ses ennemis. Il serre le poing, rempli d'une détermination nouvelle. Il paraît résolu, mais en regardant son épée, une nouvelle pensée le fait hésiter, commençant par un silencieux « mais ». Seul dans la vaste salle, Wi-Wun se remémore le passé douloureux qu'il tente d'empêcher. Il pense, même mon père, bien plus habile, a perdu face à HW Mogi parce que le pavillon du démon céleste a été infiltré. Il sait que la force brute seule ne suffira pas à arrêter une trahison interne. Wi-Wun poursuit ses pensées sur le passé. Le pavillon du démon céleste était une forteresse, gardée par 3 formations de barrières, 6 formations piégées, une foule d'élites et les 8 suprêmes démoniaques jurés de protéger son père. Il se rappelle les factions. Au nord, les épéistes démoniaques dirigés par le suprême de l'épée au cou unique. Au sud, les lames démoniaques menées par le lame des cieux de sang. À l'est se trouvaient les points de fer de la faction du point de l'Est, dirigés par l'imposant démon du point invaincu. À l'ouest se tenaient les sorciers démoniaques de la formation d'illusion de l'Ouest, menés par le trompeur démon voleur d'âme. Au nord-est résidaient les épéistes sans visage, tous aspirant à devenir le démon au sourire maléfique. Au sud-est se trouvaient les épéistes ivres, constamment enivrés aux côtés du démon ivre. Au sud-ouest se trouvaient les crocs du poison et le roi du poison, qui étudiaient toutes sortes de toxines. Et enfin, au nord-ouest, les moines fanatiques qui suivaient les croyances tordues du Bouddha démoniaque. Wi-Wun réfléchit. À l'époque, je pensais que l'ennemi était entré de l'extérieur. Cependant, ce n'était pas le cas. J'ai réalisé plus tard que la défense extérieure n'a jamais été brisée. Il conclut avec certitude, je suis certain que quelqu'un parmi les 8 suprêmes démoniaques a laissé HW Mogi entrer dans le pavillon du démon céleste. Il pourrait y avoir plus d'un traître. Il se souvient de la sombre réalité de sa vie passée. Le traître responsable de la mort de son père n'a jamais été retrouvé. Une froide furie s'installe sur le visage de Wi-Wun. Il décide que l'identité du coupable importe peu, car il considère désormais les 8 suprêmes démoniaques comme des traîtres. Son raisonnement est simple. Après la mort de son père, aucun des suprêmes n'a cherché vengeance. Au contraire, dans un acte de lâcheté choquant, ils ont décidé de fermer complètement le culte démoniaque. Un sourire mauvais se dessine sur le visage de Wi-Wun. Il pense, c'est encore un événement du lointain avenir, donc je connais tous des 8 suprêmes démoniaques. Je sais quel genre de vie ils ont mené et quels ont été leurs derniers instants. Sa méditation terminée, Wi-Wun se lève, sa détermination résonnant dans le bruit de ses pas. Avec une résolution nouvelle, il quitte la salle d'entraînement d'un pas assuré. Ses yeux brillent d'un but tandis qu'il fait un vœu. Cette fois, j'utiliserai pleinement les 8 suprêmes démoniaques. Wi-Wun s'approche des portes de la salle d'entraînement, prêt à mettre ses plans à exécution. Alors qu'il est sur le point de partir, une voix venant de l'extérieur interpelle un serviteur. Et gros, le deuxième jeune maître est-il encore dans l'air d'entraînement. Dehors, son fidèle serviteur Lian est acculé par un groupe de voyous. Leur chef, Yang Po, exige avec impatience. Ça fait combien de jours déjà? Je n'en peux plus d'attendre. Entrez et traînez-le ici. Lian est choqué et sans voix. Depuis l'embrasure de la porte, la voix de Wi-Wun transperce la tension. Lian, que fais-tu là? Sursautant, Lian et Yang Po se tournent pour voir Wi-Wun debout là. Un Lian soulagé l'appelle, jeune maître. Wi-Wun s'approche de son serviteur, l'air préoccupé. Je t'ai dit de t'occuper comme tu le voulais pendant que je m'entraînais, dit-il doucement. Tu m'attendais ici tout le temps où je m'entraînais. Yang Po avance avec arrogance. Tu es enfin sorti, deuxième jeune maître. Pourquoi t'entraînais-tu soudainement, et pendant des jours comme ça? Wi-Wun regarde l'homme d'un air froid et analytique, l'identifiant immédiatement. Il pense, un disciple du lame des cieux de sang, Yang Po. Wi-Wun comprend instantanément la situation. On peut dire que la raison pour laquelle il ose agir ainsi tient entièrement à mon père. Wi-Wun réfléchit au changement politique. Après que son père ait annoncé que n'importe qui dans le culte pouvait devenir héritier,
être le fils du démon céleste n'était plus spécial. En fait, cela a attisé les ambitions de beaucoup qui cherchaient à se faire un nom en le battant. Traçant à travers la prétention, Wi-Wun va droit au but et demande à Yang Po d'un ton froid. « Que veux-tu » Yang Po ricane. « Tu ne le sais pas déjà ? Piango ne peut plus pratiquer les arts martiaux à cause de toi. » Wi-Wun reste impassible. « Et alors ? Tu veux que j'aille m'occuper de lui, ou quoi ?» Furieux, Yang Po hurle. « Tu crois que je plaisante avec toi là ?» Avec un léger sourire en coin, Wi-Wun le remballe. « Je ne pense pas que notre relation permette des conversations sérieuses. » Yang Po exige avec fureur. « Tu dois assumer d'avoir estropié ce type. Va t'excuser officiellement. » Mais Wi-Wun voit clair dans le jeu. Ses yeux se plissent tandis qu'il pense. « Je sais pourquoi il est venu me demander de m'excuser. Il sait que le meilleur disciple du lame des cieux de sang n'a pas été choisi. Si bien que maintenant tous les autres disciples s'efforcent désespérément d'impressionner leur maître par tous les moyens. » Wi-Wun comprend la véritable motivation de Yang Po. Yang Po veut une excuse officielle de ma part pour pouvoir revendiquer le mérite et éviter de faire honte aux lames des cieux de sang. Wi-Wun le met au défi. Je ne pense pas que ton maître te choisirait forcément comme meilleur disciple juste parce que tu fais ça. Yang Po bafouille. C'est des conneries. Je suis ici seulement pour Piango. Avant que Wi-Wun ne l'interrompe sèchement. Assez. D'un regard glacial, Wi-Wun renverse complètement la situation. Je veux que ce soit toi qui t'excuses. Yang Po le regarde, confus par ce brusque retournement. Pourquoi ? Demande-t-il. Pour avoir parlé grossièrement à ma subordonnée, dit Wi-Wun, le regard fixe. Il pointe la choquée Li-Han. Excuse-toi auprès d'elle. Yang Po et ses acolytes restent sans voix, incapables de croire ce qu'ils entendent. Li-Han est tout aussi sidéré. Li-Han tente vite de calmer la situation. Ce n'est rien, jeune maître. Mais Wi-Wun est catégorique. Ça ne me convient pas. Li-Han est ému et sans voix devant la défense inébranlable de son honneur par son maître. Wi-Wun ramène son regard glacial sur Yang Po et répète sa demande. Yang Po, tu as osé parler grossièrement à ma subordonnée, alors je veux que tu te mettes à genoux et que tu t'excuses. Yang Po ne peut que laisser échapper un hoquet incrédule. Pointant un doigt irrespectueux vers Li-Han, Yang Po ricane. Tu viens de me demander de m'agenouiller devant cette grosse là-bas. L'insulte scelle son sort. L'expression de Wi-Wun s'assombrit tandis qu'il murmure « Voilà, tu parles encore pour ne rien dire. » Yang Po perd complètement son sang-froid, hurlant de rage « T'es devenu fou. Je préfère mourir plutôt que de m'agenouiller devant elle. » Un sourire prédateur se dessine sur le visage de Wi-Wun. « Tu préfères mourir ?» répétait-il calmement, la main déjà sur la garde de son épée. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Très bien, je t'accorderai ce souhait. » Dans un éclair de mouvement, Wi-Wun dégaine son épée, dont la lame vibre d'une froide énergie bleue. L'escalade soudaine choque Yang Po et Li-Han. Ils sont paralysés par la vitesse aveuglante d'Wi-Wun et son intention de tuer palpable. La sueur perlant sur son front, Yang Po serre les dents, réalisant la gravité de la situation. « T'es vraiment devenu fou » gronde-t-il. Wi-Wun braque son épée brillante sur Yang Po, lançant un ultimatum glaçant. « Agenouille-toi et excuse-toi, ou bats-toi contre moi. » Choices. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune échappatoire, Wi-Wun ajoute une dernière provocation. « Sache aussi que ton maître ne sera pas content si tu choisis de reculer. » Yang Po hésite, le visage déformé par la colère et la peur, pris au piège par ce choix impossible. Avant l'affrontement, Li-Han demande pourquoi il en arrive là. Wi-Wun explique « Je me fiche que tu sois venu me chercher. Je peux même comprendre que tu sois venu chercher vengeance en groupe. » Il conclut par une déclaration puissante, les yeux fixés sur Yang Po, « Mais, je ne te permettrai pas d'insulter ma subordonnée. » Li-Han est visiblement ému par ces paroles. Yang Po éclate d'un rire hystérique. Ah, ah. Tu essaies vraiment de me tuer pour ce putain de cochon ? S'exclame-t-il incrédule. L'expression de Wi-Wun reste glaciale. C'est à ce point qu'elle compte pour moi. Blessé dans son orgueil et bouillant de rage, Yang Po fait son choix. Dans un rugissement furieux, il se précipite en avant, abattant bien que mal sa lourde lame avec une force mortelle. Alors que l'attaque descend, les hommes de Yang Po crient d'alarme « Ne fais pas ça, Yang Po !» Il réalise trop tard qu'il a commis une erreur fatale. Li-Han ne peut que regarder, horrifié, en appelant « Jeune maître ». Wi-Wun et son attendant Li-Han sont bloqués par un groupe de guerriers. Leur chef, un grand homme chauve nommé Yang Po, se tient en avant, tenant une énorme épée, son visage marqué d'une expression arrogante. Yang Po s'adresse à Wi-Wun avec un ricanement, reconnaissant son statut de fils du démon céleste, mais sans lui témoigner le moindre respect. Il déclare avec arrogance que, puisque Wi-Wun est le fils du démon céleste, il ne prendra pas sa vie, se contentant de lui arracher un bras. Tandis que Wi-Wun reste parfaitement calme et indifférent à la menace, Li-Han et l'homme à côté d'elle regardent, pris d'une terreur absolue. Wi-Wun se contente d'observer tandis que Yang Po prend une posture, prêt à balancer sa lourde lame. D'un puissant rugissement, Yang Po brandit son épée, visant à estropier Wi-Wun. Mais en un instant, Wi-Wun comble la distance. Avant que Yang Po n'ait pu comprendre ce qui venait de se passer, Wi-Wun l'a saisi à la gorge, son épée déjà contre le cou de l'homme. Li-Han et les autres subordonnés regardent, les yeux écarquillés, choqués par ce tournant soudain et incroyable des événements. Wi-Wun regarde l'homme capturé d'un œil froid, lui disant que c'est sa propre bouche qui cause sa mort imminente. Il poursuit, affirmant que Yang Po a utilisé cette bouche pour insulter son subordonné, tandis que du sang commence à couler des lèvres de Yang Po. Et cette même bouche, conclut Wi-Wun, a refusé de s'excuser.
Li-Han observe, son expression mêlant peur et admiration. D'un seul mouvement fluide, Wi-Wun décapite Yang Po, projetant un jet de sang dans les airs. L'attaque brutale est exécutée sans faille, témoignant de l'habileté écrasante d'Wi-Wun. Le visage d'Wi-Wun est éclaboussé de sang, son expression restant froide et impitoyable. Le corps sans tête de Yang Po s'effondre au sol dans une mare de sang, tandis que ses subordonnés hurlent son nom, horrifiés. Un des hommes de Yang Po, enragé et terrifié, crie à Wi-Wun s'il pense pouvoir assumer les conséquences de ses actes. Wi-Wun tourne son regard glacial vers l'homme et fait remarquer que sa bouche ressemble à celle de Yang Po, une menace claire. D'un regard intimidant, Wi-Wun leur donne un ordre glaçant. Transmettre ses paroles exactement telles qu'il les a dites, sinon il les retrouvera au crépuscule. Wi-Wun observe les hommes terrifiés emporter le cadavre de Yang Po, laissant une traînée de sang sur le sol. Une fois parti, Li-Han s'approche timidement d'Wi-Wun par derrière, lui demandant pourquoi il agit ainsi. Elle précise sa question d'une voix tremblante, demandant pourquoi il irait si loin pour quelqu'un comme elle. Wi-Wun réfléchit à la loyauté de Li-Han, notant que même après avoir été blessé émotionnellement, sa première préoccupation est pour lui. Il se tourne vers elle et explique que ce n'était pas seulement pour elle. Il a tué un homme qui méritait de mourir, et que le lame du sang céleste n'aurait de toute façon pas laissé l'insulte impunie. Alors que Li-Han reste effrayé, Wi-Wun pense que sa peur est justifiée. Il considère la puissance des 8 maîtres martiaux du culte démoniaque, un groupe si influent que même son père, le démon céleste, ne peut se permettre de les ignorer. Il reconnaît intérieurement le chemin dangereux qu'il vient d'emprunter. Le lame du sang céleste est l'un de ses maîtres, et Wi-Wun vient d'handicaper un de ses disciples et d'en tuer un autre. Wi-Wun explique son raisonnement à la toujours inquiète Li-Han. Il croit que le lame du sang céleste n'interviendra pas, car il n'y a rien à gagner, seulement des critiques pour ne pas avoir correctement instruit ses disciples. Quand Li-Han suggère que son orgueil pourrait être blessé, Wi-Wun esquisse un sourire en coin. Il lui dit froidement que le lame du sang céleste n'a pas ce genre d'orgueil. Li-Han baisse les yeux, contemplant ses paroles. Wi-Wun se penche, lui disant doucement qu'en tout cas, elle n'a pas à trop s'inquiéter pour lui. Alors qu'il s'éloigne de la scène sanglante, l'esprit stratégique d'Wi-Wun est déjà à l'œuvre. Il pense en lui-même qu'à l'inverse de ce qu'il a dit à Li-Han, il a en réalité quelque chose à gagner en tuant Yang Po. Il expose son plan intérieurement. En battant Gu Piango et en tuant Yang Po, il a attiré l'attention de tous dans le culte. Si la guerre de succession était comptée par points, il aurait tout juste marqué un point pour lui. Li-Han l'arrête et s'adresse formellement à lui en l'appelant « jeune maître », le remerciant pour ses actions ce jour-là. D'un sourire lumineux et sincère, elle avoue qu'elle a été vraiment heureuse qu'il prenne son parti, et elle le pense du fond du cœur. Voyant son bonheur pur, Wi-Wun est momentanément surpris, une expression douce et indéchiffrable sur le visage. Il remet rapidement une façade bourrue, lui disant qu'elle ferait mieux d'être reconnaissante et de ne pas l'oublier pour le reste de sa vie. Li-Han répond joyeusement d'accord. Mais intérieurement, ses pensées sont tendres. Il veut que Li-Han garde ce sourire, qu'elle vive sa vie avec ce même bonheur. Plus tard, Wi-Wun se tient seul dans une cour silencieuse, appuyé contre un gros rocher tandis qu'il réfléchit à son parcours. Ses pensées se tournent vers sa vie passée. Il se souvient d'avoir été submergé par un sentiment de défaite alors qu'il fuyait après la dissolution du culte démoniaque, une dépression si profonde qu'elle l'a laissé sans but. Il se demande silencieusement comment les choses se seraient déroulées s'il n'avait pas découvert la grande technique de régression, lui offrant cette seconde chance. Ses yeux se plissent de détermination, tandis qu'un souvenir lui traverse l'esprit. Il voit une vision de son passé, un moi plus faible, contraste saisissant avec l'homme qu'il est maintenant. La vision se déplace vers une silhouette imposante et intimidante aux cheveux blancs sauvages et aux yeux rouges brillants, assise de manière menaçante. C'est le maître des hommes qu'il vient d'affronter, le lame du sang céleste. Wi-Wun a sciemment et stratégiquement provoqué l'un des maîtres les plus puissants du culte démoniaque. Wi-Wun est surpris. Il n'avait pas prévu l'arrivée rapide de son adversaire. Il se demande s'il peut esquiver l'attaque dans son état actuel et affaibli. Il déplore que, malgré les vastes connaissances de sa vie précédente, son corps manque de l'énergie interne nécessaire, rendant impossible l'esquive du coup imminent. Une goutte de sueur coule le long de son visage alors que la gravité de sa vulnérabilité s'impose. Il est acculé. La scène change, révélant Wi-Wun assis calmement sur un rocher en face du redoutable lame du sang céleste. Le lame le fixe intensément, tandis que Wi-Wun reste silencieux, son expression indéchiffrable. Un sourire sinistre et entendu se répand sur le visage du lame du sang céleste. Brisant le silence, le lame va droit au but, exigeant de savoir pourquoi Wi-Wun a tué son disciple. Wi-Wun sourit en coin, sa réponse dégoulinant d'arrogance. Il déclare d'un air nonchalant qu'il a fait simplement parce que l'homme se comportait comme un imbécile. Le lame ferme les yeux, apparemment amusé par l'audace du jeune homme. Il provoque alors Wi-Wun, lui demandant s'il est venu chercher querelle avec le plus jeune fils du démon céleste, qui n'a clairement aucune patience pour les imbéciles. D'un mouvement rapide, Wi-Wun se lève, indifférent à la provocation. Le lame poursuit ses taquineries, menaçant de couper la tête d'Wi-Wun et de la présenter au démon céleste, juste pour voir si son père s'en soucierait. Wi-Wun rétorque froidement, doutant que l'épée du lame puisse même atteindre sa tête, lui rappelant les yeux terrifiants de son père. L'expression du lame se contracte légèrement, une lueur de surprise ou peut-être de réflexion face à la réponse acerbe d'Wi-Wun. Wi-Wun l'observe, les yeux plissés, gardant une posture méfiante mais confiante. Soudain, le lame bondit, abattant son immense épée avec une force incroyable. La lame s'écrase dans le sol entre eux, brisant le rocher d'un impact puissant. Wi-Wun regarde le résultat, véritablement confus par la démonstration. « Qu'est-ce que c'est » se demande-t-il.
Le lame déclare que ce test montrera combien le démon céleste se soucie. Il divise le sol brisé en disant « La petite part t'appartient. Je prends la majorité ». Wi-Wun reste momentanément sans voix, fixant la ligne tracée par le lame, symbole clair de sa supposée moindre valeur. Les deux restent en silence, la tension épaisse dans l'air tandis que le sens de l'action du lame plane entre eux. Wi-Wun se penche, son doigt traçant la ligne dans la terre, une expression pensive au visage. Il sourit en coin, renversant la situation encore une fois. « Je suis son fils, après tout. Je compterai probablement au moins autant. Moi 7, toi 3, déclare-t-il, se réservant la plus grande part. Le lame du sang céleste laisse échapper un large sourire admiratif, visiblement impressionné par le sang-froid de Wi-Wun. Poussant le test à son comble, il pose une dernière question mortelle. On saura si on teste. Penses-tu qu'il me tuera ou me laissera vivre si je n'ai que ta tête dans les bras? Avec un sourire confiant, Wi-Wun répond. Je pense que tu sous-estimes grandement l'amour paternel que possède ce démon céleste. Le démon épée du sang céleste serre plus fort la garde de son épée, indifférent aux paroles de Wi-Wun. Son aura explose d'intentions meurtrières. Ses yeux rougissent tandis qu'il gronde. Testons cela alors. La façade confiante de Wi-Wun se brise, remplacée par un regard de pure terreur en réalisant que le démon épée est sérieux. Bafouillant, Wi-Wun recule rapidement, insistant sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de tester. Il soutient que tandis que son père a 2 fils, il n'y a qu'un seul démon épée, ce qui implique qu'il est bien plus remplaçable. L'aura menaçante du démon épée se dissipe, et il sourit, concédant le point. Tu n'es pas aussi stupide que mon disciple, admet-il. Alors que le démon épée se retourne pour partir, Wi-Wun réplique que si son disciple avait été comme lui, il serait encore en vie. Le démon épée s'arrête et s'adresse à lui formellement, second jeune maître. Il lance un dernier avertissement énigmatique, affirmant qu'il a vécu toute sa vie dans la malchance et espère qu'ils ne se croiseront pas souvent. Avec un léger sourire en coin, Wi-Wun répond froidement « Je n'oublierai pas ». Une fois le démon épée parti, Wi-Wun sursaute soudain, ressentant une autre présence. Il lève les yeux vers les toits, cherchant la source du trouble sous la pleine lune. La tension de la rencontre finit par affecter son corps affaibli, et il laisse échapper une toux douloureuse. En relevant sa robe, Wi-Wun montre des ecchymoses enflammés sur le torse laissés par la pression immense du démon épée. Il serre les dents, maudissant ce vieux maudit et ses méthodes brusques. Wi-Wun réfléchit à la rencontre, réalisant que le démon épée peut sembler agir de manière imprudente, mais qu'en réalité il calcule et planifie tout avec méticulosité. Il comprend maintenant que les menaces répétées du démon épée de porter sa tête à son père n'étaient pas qu'un bluff. Il y avait de la sincérité derrière. Il déduit la vraie raison de la visite. Le démon épée est venu le voir en personne, impressionné par le souhait singulier de Wi-Wun de chasser aux côtés de son père. Avec cette prise de conscience, Wi-Wun comprend que le démon épée ne cherchait pas seulement la vengeance. Il le testait pour voir s'il en valait la peine. Il se demande, mon premier adversaire sera-t-il le démon épée du sang céleste? Une bouffée d'énergie bleue éclate autour de Wi-Wun tandis qu'il assimile ce nouveau défi, sa détermination se durcissant. Il s'assoit, canalisant l'énergie alors qu'il commence à méditer et à récupérer de l'épreuve éprouvante. Soudain, ses yeux s'ouvrent d'un coup. Il n'est pas seul. Il perçoit une autre puissante présence qu'il observe. Une silhouette atterrit gracieusement sur le toit au-dessus, rapide et silencieuse comme la nuit. La silhouette saute du toit, se mouvant avec une présence imposante et familière. Un homme imposant à l'aura commandante se pose devant lui. Wi-Wun lève les yeux, choqué, le reconnaissant instantanément. « Père !» demande-t-il, la surprise dans la voix. Perché sur le toit, le démon céleste ne perd pas de temps en politesse. « J'ai entendu que tu as tué le disciple du démon épée du sang céleste, » déclare-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. Sans hésiter, Wi-Wun confirme son acte, déclarant froidement « Oui, son disciple méritait de mourir. » Le démon céleste balaie la justification. Qu'il ait mérité de mourir ou non n'a pas d'importance. Le démon épée du sang céleste est venu me trouver à ce sujet. Wi-Wun est pris de court. Son père poursuit en regardant l'étendue du domaine, il veut que tu sois puni. Wi-Wun demande des précisions, et le démon céleste le confirme, remarquant combien il était inattendu que le démon épée fasse tout un plat pour un seul disciple. À cet instant, Wi-Wun comprend tout. Il réalise que le démon épée ne cherche pas la vengeance, mais teste la relation père-fils pour voir comment il serait puni. Les pensées de Wi-Wun s'affolent tandis qu'il relie les éléments. Le but ultime du démon épée est de découvrir si le démon céleste le considère comme un véritable candidat à la succession. Jouant le jeu, le démon céleste déclare « Très bien, j'ai l'intention de te punir. » Wi-Wun proteste, arguant qu'il n'y a aucune justification. Son père rétorque calmement « Une justification peut être trouvée. » Wi-Wun reste sans voix devant l'attitude froide et pragmatique de son père. Le démon céleste change alors de sujet, rappelant à Wi-Wun une question qu'il avait posée lors d'une ancienne partie de chasse sur lequel des démons suprêmes il faisait le plus confiance. Wi-Wun confirme à voix basse se souvenir de la conversation. Un flashback montre la scène. Wi-Wun, son père et d'autres rassemblés autour d'un feu de camp alors qu'il posait la question. Dans le flashback, le démon céleste était resté silencieux, contemplant la question sans donner de réponse. De retour au présent, Wi-Wun se rappelle du moment, affirmant que son père ne lui avait jamais donné de réponse à l'époque. Avec une clarté nouvelle, Wi-Wun donne lui-même la réponse, déclarant « Je ne fais confiance à personne, pas même au démon suprême. » Le démon céleste rejette les excuses superficielles de Wi-Wun sur la hiérarchie et la discipline. Il exige les pensées vraies et sans filtre de son fils. Le démon céleste écoute, son expression sérieuse et attendue, attendant la véritable réponse. Wi-Wun croise le regard de son père, son expression désormais ferme et résolue.
Il commence à expliquer sa véritable philosophie. J'ai l'impression que, quelque part en chemin, nous avons perdu la voix du démon. Le démon céleste répète la phrase, intrigué. Wee-Woon confirme doucement mais fermement son affirmation controversée. Intéressé, le démon céleste pose la question idéologique ultime. Qu'est-ce que la voix du démon signifie pour toi? Wee-Woon délivre sa thèse saisissante. Je pense que la voix du démon serait la croyance que seul notre culte possède pour vaincre le mal absolu. Le démon céleste est visiblement surpris, ne s'attendant clairement pas à une définition aussi profonde et inhabituelle. Wee-Woon explique qu'il ne considère pas la faction orthodoxe comme leur véritable opposé, provoquant la question de son père sur qui il est. Wee-Woon conclut son propos en affirmant que leur véritable ennemi est le mal absolu. Le démon céleste reste muet, stupéfait par cette idée révolutionnaire. Wee-Woon développe, décrivant un mal absolu si lâche et vicié qu'aucun humain ne peut le supporter, un mal qui se propage comme une peste. Il soutient que si la justice de la faction orthodoxe peut suffire contre des maux moindres, elle est totalement incapable d'affronter un mal absolu que même d'autres démons mépriseraient. Le démon céleste écoute en silence tandis que Wee-Woon expose son raisonnement. La faction orthodoxe est fondamentalement ancrée dans le pardon. Wee-Woon pose une question percutante. Comment une faction qui valorise les gens pourrait-elle affronter un mal qui a complètement renié son humanité? Avec son aura flamboyante, Wee-Woon livre sa proclamation finale et glaçante. Nous sommes la seule existence au sein du Murim capable d'éradiquer un mal atroce et vicieux en étant encore plus vicieux. Wee-Woon explique passionnément sa philosophie à son père. Il avance que la véritable voix du démon ne se réalise que lorsque le grand mal, que même la juste faction orthodoxe ne peut vaincre, est mis à genoux devant eux. Debout sur un toit, contre le ciel nocturne, Wee-Woon conclut que cet accomplissement marque la véritable réussite de la voix du démon. Le démon céleste écoute les paroles de son fils, son visage impénétrable tandis qu'il digère cette idée radicale. Wee-Woon souligne que sans accomplir cette véritable voie, leur culte n'ira pas loin. Il estime qu'ils doivent être prêts à se punir eux-mêmes pour survivre. Le démon céleste reste silencieux, méditant sur la déclaration profonde et inattendue de son fils. Wee-Woon est certain que son père, le démon céleste, n'a jamais conçu ni rencontré une telle philosophie auparavant. Il explique que cette vision unique ne provient pas de son temps dans le culte, mais des expériences rudes qu'il a endurées en errant sur les plaines centrales toute sa vie. Le démon céleste, rompant enfin le silence, regarde Wee-Woon et lui demande s'il a d'autres pensées arrogantes à partager. Wee-Woon répond calmement que ce qu'il a dit devrait suffire, tenant sa position face à son puissant père. L'expression du démon céleste se modifie légèrement, alors qu'il révèle qu'il comprend désormais pourquoi le démon épée des cieux de sang voulait qu'on punisse Wee-Woon. Le démon céleste explique que le démon épée a dû voir quelque chose de spécial en Wee-Woon et l'utilise pour tester son potentiel. Wee-Woon réfléchit, supposant que le démon épée l'a considéré comme un candidat possible pour devenir le prochain démon céleste. Il poursuit sa réflexion, se demandant que l'ancien le voit comme successeur au futur problème, mais qu'il a sans doute l'œil pour repérer l'extraordinaire. Le démon céleste écoute l'analyse de son fils, son visage ne trahissant rien. Après un instant de silence, le démon céleste ordonne à Wee-Woon de le suivre, se retournant pour montrer le chemin. Surpris par l'ordre soudain, Wee-Woon demande où il pourrait bien aller à une heure si tardive. La scène change, révélant une grande pierre imposante où est gravée « Grotte du Petit Ciel ». Wee-Woon et le démon céleste arrivent à l'entrée de la grotte, une porte massive scellée dans une montagne enneigée et isolée. Wee-Woon passe en revue mentalement ce qu'il sait de la grotte du Petit Ciel. C'est un lieu d'épreuve pour les candidats potentiels au rôle de prochain démon céleste. Il se rappelle du danger mortel des épreuves. L'entrée est facile, mais échouer signifie rester piégé à jamais. Le taux de réussite est un sombre 50-50. Il sait que la moitié des proches de sang du démon céleste qui tentèrent l'épreuve perdirent la vie. L'endroit est si dangereux que même son frère trop ambitieux n'a jamais osé en parler. Malgré les risques, la résolution de Wee-Woon est ferme. Il reconnaît que cette épreuve est une étape nécessaire s'il veut un jour atteindre son but de devenir le démon céleste. Wee-Woon pose enfin la question évidente à son père. « Tu me demandes d'entrer dans cet endroit ?» Le démon céleste répond qu'il est lui-même entré dans la grotte à l'âge approximatif de Wee-Woon. Affermissant sa résolution, Wee-Woon lance une question difficile à son père. Combien de temps a-t-il fallu pour en sortir? Le démon céleste se retourne, sa réponse simple fixant une référence légendaire à dépasser pour son fils, 2 mois. Wee-Woon est sidéré par cette révélation. Il pense à la réputation de son père comme le plus talentueux des artistes martiaux parmi tous les démons célestes, et pourtant il lui a fallu 2 mois entiers pour émerger de la grotte. Le démon céleste précise l'ampleur de son exploit, expliquant qu'il a été le seul à en sortir en 2 mois. Pour tous les autres, le temps moyen était de 3 ans. Wee-Woon remet en question l'équité d'être jeté dans une épreuve aussi mortelle sans aucune préparation. Le démon céleste lui rappelle froidement que c'est sa punition. Wee-Woon se tait, regardant son père tandis qu'il assimile la gravité de la situation et la véritable signification de ce test. Testant les véritables intentions de son père, Wee-Woon demande s'il est envoyé à la mort simplement pour apaiser le démon épée des cieux de sang. Il insiste davantage, demandant directement au démon céleste s'il se fiche vraiment de la mort de son fils, ou si c'est une épreuve dans l'espoir que Wee-Woon en ressortira plus fort. Un sourire confiant se dessine sur le visage de Wee-Woon. Il accepte le défi, déclarant que puisqu'on en est là, il sortira de la grotte encore plus vite que son père. Le démon céleste laisse échapper un léger soufflement, une esquisse de sourire aux lèvres. Ses derniers mots à son fils sont un commandement simple mais profond, et c'est juste de rester en vie. Une fois son père parti, Wee-Woon marche seul dans le long couloir lugubre de la grotte du Petit Ciel, le bruit de ses pas résonnant dans le silence. En contemplant les lieux désolés,
il ne peut s'empêcher de se demander combien cet endroit doit être terrible pour que tant de personnes y soient restées piégées. Il poursuit sa marche solitaire dans le couloir, bordé de lanternes luisantes et menaçantes qui percent à peine l'obscurité oppressive. Une vue en plongée révèle l'immense et intimidante étendue de l'intérieur de la grotte, faisant paraître Wi-Wun petit et isolé. Wi-Wun s'arrête enfin, son attention attirée par un grand monolithe de pierre dressé au milieu du chemin. Le monolithe affiche les règles de l'épreuve. D'abord, il doit vaincre tous les ennemis sans utiliser l'aura de l'épée. Ensuite, s'il échoue, il a une seconde chance après 10 jours. Troisièmement, il doit se tenir dans le cercle cramoisi pour commencer. Wi-Wun note avec inquiétude la pénalité des 10 jours. Il aperçoit alors plusieurs grandes urnes à proximité, étiquetées « boulettes de céréales », et réalise que cette maigre subsistance sera tout ce dont il disposera pour survivre durant l'épreuve. Plein de détermination, Wi-Wun décide qu'il n'y a pas lieu de perdre davantage de temps. Il déclare qu'il commencera tout de suite et pose fermement le pied dans le cercle cramoisi lumineux au sol. Le regard intensément concentré, Wi-Wun se prépare alors que l'épreuve commence au moment où il entre dans le cercle. Instantanément, les parois retentissent et des dizaines de mannequins d'entraînement en bois sont projetés dans la pièce, l'entourant de tous côtés. Le nombre impressionnant d'adversaires est accablant. D'innombrables mannequins, tous identiques, forment une armée silencieuse et menaçante prête à attaquer. Wi-Wun analyse rapidement ses nouveaux ennemis, observant les marques rouges distinctes sur leur corps et déduisant correctement qu'ils sont ses cibles. Sans hésiter, Wi-Wun passe à l'action, sa lame n'étant qu'un flou tandis qu'il commence à abattre habilement les mannequins attaquants. Poursuivant la scène du chapitre précédent, Wi-Wun est au cœur d'une bataille acharnée. Il manie son épée avec adresse, déviant et tranchant les attaques incessantes des marionnettes mécaniques. D'un puissant coup, il envoie une vague d'énergie qui réduit en miettes les poupées qui le submergent de tous côtés. Leur corps métallique se brise au choc. Même avec ses connaissances avancées et ses compétences de sa vie antérieure, Wi-Wun trouve les poupées plus résistantes que prévu. S'avouant intérieurement, elles sont plus coriaces que je ne le pensais. Il regarde le champ de mannequins brisés, certains encore tressaillants et tentant de se relever. Une surprise traverse son visage en voyant d'autres poupées prêtes à attaquer au fond. Serrant les dents, l'expression de Wi-Wun se durcit avec résolution. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'échouer à cette épreuve, criant intérieurement « Je ne peux pas les laisser tomber ». Il se jette à nouveau dans la mêlée, sa lame un flou tandis qu'il démantèle une autre poupée d'un coup de pied brutal et d'une frappe de suivi. Tandis que Wi-Wun se tient au milieu du carnage de la première épreuve, la salle d'entraînement est jonchée des corps détruits des poupées en bois. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Une autre poupée se relève, mais Wi-Wun est implacable, l'abattant par une série de coups précis et puissants, ne lui laissant aucune chance de contre-attaquer. Soudain, une force puissante jaillit de sa paume, traversant une ligne de poupées et projetant des débris à travers la pièce. Il n'en reste qu'une. D'un air déterminé, Wi-Wun se précipite en avant, déclarant qu'il est temps d'en finir. La dernière, pense-t-il, tandis qu'il prépare un ultime écrasement. La dernière poupée se jette en avant, son œil rouge luisant de manière sinistre, mais elle n'est pas de taille face à l'attaque décisive de Wi-Wun. D'un dernier et élégant coup de son épée, Wi-Wun abat la dernière des poupées, mettant fin à la première épreuve. Balayant la salle remplie d'ennemis vaincus, Wi-Wun laisse échapper un soupir de soulagement. Il se rend compte qu'un simple moment d'inattention lui a failli coûter 10 jours d'efforts. Il reconnaît qu'avec ses compétences d'avant sa régression, il aurait été impossible de réussir cette épreuve. Le premier test accompli, il se retrouve désormais sur le chemin vers l'étape suivante. Alors qu'il marche dans le corridor, il s'arrête soudain, attiré par quelque chose sur le mur. Il découvre des messages gravés dans la pierre, laissés par d'anciens challengers. Ils racontent leur lutte et leur succès. « J'ai réussi en 9 essais », lit-on sur l'un, tandis qu'un autre en a pris 37. En lisant les messages désespérés de ceux qui sont passés avant lui, certains qui croyaient mourir, d'autres qui n'ont jamais trouvé de sortie, il comprend qu'il s'agit des écrits de ses ancêtres. Son regard se pose sur un message en particulier, tout au bout. L'écriture lui paraît étrangement familière. Une expression de reconnaissance choquée apparaît sur son visage lorsqu'il comprend qu'il a écrit. Le message se contente de dire « idiot ». C'était son père. Un petit sourire amusé flotte sur les lèvres de Wi-Wun. Il ne peut s'empêcher de trouver comique que son père laisse un message si brut et insultant pour leurs propres ancêtres. Mettant cette pensée de côté, Wi-Wun tourne son attention vers la grande porte ornée qui marque l'entrée de l'épreuve suivante. Il avance, un sigil rougeoyant gravé au sol devant les immenses portes, prêt à affronter le défi qui l'attend. Alors que les portes de la seconde épreuve s'ouvrent probablement, son expression est calme et posée, prêt pour le test suivant. Il entre dans une nouvelle salle et est immédiatement frappé par une vue impressionnante. Un mur couvert d'un assortiment d'armes, principalement des épées de divers modèles. Voyant tant de types d'armes, il conclut logiquement que la prochaine épreuve doit consister à les utiliser. Les règles de la deuxième épreuve lui sont présentées. Il doit utiliser l'une des épées pour fendre une pierre en 2 heures, avec la possibilité d'utiliser l'aura de l'épée. En cas d'échec, il devra attendre 20 jours pour réessayer. Pour commencer, il doit se tenir dans le cercle cramoisi. Sans hésiter, Wi-Wun entre dans le cercle rougeoyant au sol, acceptant le défi. Devant lui, sur un piédestal de pierre, repose une boule de pierre parfaitement lisse et ronde. C'est l'objet qu'il doit fendre. Wi-Wun observe la pierre, l'air pensif. Ses 40 ans d'expérience de sa vie antérieure lui indiquent que cette épreuve apparemment simple est trompeuse. Il trouve la limite de 2 heures exagérément généreuse pour une telle tâche. Il sait qu'avec son aura d'épée amplifiée, il pourrait détruire des centaines de ces pierres en ce laps de temps, ce qui le rend méfiant. Il réfléchit à la situation,
convaincu qu'il doit y avoir un piège caché ou une raison spécifique derrière ses instructions. Il choisit une épée ornée sur le mur, la lame brillant dans la faible lumière de la chambre. Décidant de tester la résistance de la pierre, il la frappe d'une coupe normale. Des étincelles jaillissent, mais la pierre reste totalement intacte. Wi-Wun évalue le résultat, confirmant son soupçon. Il conclut qu'une simple entaille ne suffira pas. Puisqu'une attaque normale a échoué, il décide d'user de sa puissance écrasante pour forcer la pierre. J'utiliserai l'aura d'épée amplifiée pour la couper en deux, se résout-il. Il canalise son pouvoir, une brillante aura bleue l'enveloppant lui et son épée. Son œil s'illumine d'énergie alors qu'il se prépare à passer rapidement à l'épreuve suivante. Cependant, juste au moment où il s'apprête à lâcher son attaque puissante, il se fige. Une pensée soudaine le stoppe net. Debout au-dessus de la pierre, il retire son attaque. Ses instincts lui hurlent que ce serait bien trop facile de réussir ainsi. Il doit y avoir autre chose. En suspendant son assaut, il commence à se demander comment ses ancêtres ont réussi cette même épreuve. Il se remémore les messages laissés sur le mur. L'un se vantait de l'avoir fendu en un essai avec l'aura d'épée amplifiée. Un autre a échoué 89 fois avant de finalement recourir à l'aura. Mais un message prétendait l'avoir fait sans aucune aura, exploit que les autres n'ont pas cru. Les autres messages renforçaient ce doute, les challengers incapables d'utiliser l'aura traitant le succès sans aura de mensonge. Cela fait réfléchir Wi-Wun et le père. Il se souvient de la note cryptique de son père, absolument n'importe quoi. S'il y a de la chaleur, tu perds. Le message s'éclaire enfin dans son esprit, et une expression de compréhension soudaine traverse son visage. Il trouve cela étrange. Son père les rabrouait d'habitude, comme avec le commentaire idiot, lors de la première épreuve. Pourquoi laisserait-il un indice utile cette fois-ci? L'esprit de Wi-Wun revient aux instructions de l'épreuve. Il se concentre sur un détail clé. Le libellé disait « Tu peux utiliser l'aura de l'épée » et non tu dois. Cette distinction est essentielle. La vérité lui apparaît. L'épreuve ne peut être réussie qu'en n'utilisant pas l'aura de l'épée. L'avertissement de son père concernant la chaleur était l'indice crucial, l'aura d'épée amplifiée générant une chaleur intense. Armé de cette nouvelle compréhension, il attaque à nouveau la pierre, cette fois en s'appuyant sur la pure technique et le savoir-faire, sans imprégner sa lame d'aucune aura. Il halète, épuisé. Malgré les frappes répétées, il n'arrive même pas à laisser une égratignure sur la pierre. La frustration monte alors qu'il réalise que le temps lui est compté. La tentation se fait sentir. Le temps passant, il serre les dents et envisage d'utiliser simplement son aura d'épée amplifiée pour réussir l'épreuve et en finir. Il pousse un long soupir de frustration. Le temps s'écoule et ses tentatives sont vaines. Un instant, il lève les yeux avec exaspération, sur le point d'abandonner cette tâche apparemment impossible. Mais juste au moment où le désespoir s'installe, un souvenir crucial de son père refait surface. Il se remémore vivement l'avoir vu fendre une pierre identique en deux, sans effort et sans la moindre aura. Le souvenir déclenche une nouvelle idée, renforçant sa conviction. Inspiré par le souvenir de son père, une nouvelle possibilité s'impose à Wi-Wun. Il se demande, serait-ce? Il ferme les yeux et étend ses sens, focalisant sa perception bien au-delà de ce que sa vue normale permettrait. Ses sens exacerbés enveloppent la pierre, sondant sa surface et pénétrant sa structure même. Un réseau de lignes d'énergie faible devient visible pour lui, révélant les propriétés cachées de la pierre. Ses yeux s'ouvrent d'un coup, étonné, alors qu'il perçoit quelque chose de complètement inattendu. Il se rend compte que, dans cet état amplifié, il peut détecter une ligne fine et imperceptible traversant la boule. Une faille naturelle qu'il n'avait pas vue auparavant. Confirmant que ce n'est pas une illusion, il voit que la ligne forme un cercle parfait. C'est la clé. Il prépare sa posture, alignant sa lame le long de cette ligne précise. D'un seul coup concentré, guidé par la pure technique, il abaisse son épée exactement sur la faille qu'il a découverte. Un large sourire triomphant se dessine sur son visage lorsque la pierre se fend parfaitement en deux. Il s'écrie, exalté, « Je l'ai fait ». Mais alors que les deux moitiés se séparent, il remarque quelque chose niché dans l'une des pièces. Son expression triomphante se transforme rapidement en choc et incrédulité alors qu'il fixe l'objet caché. C'est, commence-t-il. Il reconnaît immédiatement la petite orbite violette luisante. C'est une pilule d'essence démoniaque, un objet incroyablement rare et puissant. Tenant la pilule, il se remémore ses propriétés de sa vie antérieure. Pour un humain démoniaque, la consommer procure un énorme afflux d'énergie. Il comprend enfin la véritable nature de l'épreuve. S'il avait utilisé l'aura d'épée amplifiée, la chaleur intense de l'attaque aurait fait exploser la pilule délicate. Un sourire entendu flotte sur ses lèvres. La pilule n'est pas seulement un prix. C'est une récompense destinée à ceux qui ont l'habileté et la sagesse de réussir l'épreuve par la pure maîtrise de l'épée. Se souvenant de l'indice de son père, ne crée pas de chaleur. Wi-Wun offre un instant de gratitude silencieuse avant d'ingérer la pilule sans hésiter. Il s'assoit immédiatement en posture méditative pour absorber l'immense pouvoir de la pilule, et une puissante aura violette commence à rayonner de son corps. L'énergie le traverse, sa forme spirituelle brillant intensément tandis qu'il cultive l'essence démoniaque. L'énergie pourpre tourbillonne et se concentre, gagnant en puissance à mesure qu'il intègre pleinement la force de la pilule à son système. Il ouvre les yeux, la cultivation achevée. Il sent déjà un changement fondamental en lui. Une vague de puissance immense parcourt son corps, une force qu'il n'avait pas ressentie depuis sa régression. Il dispose enfin de l'énergie interne dont il avait désespérément besoin. Son moment de triomphe est suivi de l'apparition du monolithe suivant, présentant les règles de la troisième épreuve, distinguer la vie et la mort.
Wee-Woon contemple le titre énigmatique de la troisième épreuve, se demandant quel genre de test, distinguer la vie et la mort, peut bien être. Alors qu'il se tient dans le cercle cramoisi, une table de pierre s'élève du sol, révélant une grille remplie de diverses plantes et herbes. Il examine l'assortiment de plantes disposées devant lui. La tâche consiste à distinguer les herbes vivifiantes des poisons mortels. Wee-Woon comprend rapidement la nature de l'épreuve. Un test de connaissance, lui demandant de différencier les herbes comestibles des poisons mortels. Il sourit, se remémorant sa vie antérieure. Il repense aux journées éprouvantes passées à chercher des ingrédients rares pour une personne nommée Guirionja, escaladant des falaises traîtresses pour une seule fleur. Grâce à ses expériences, du plongeon en haute mer à l'exploration de forêts denses, il s'est forgé une connaissance encyclopédique de toutes sortes d'herbes et de poisons, ainsi que de leurs effets. Avec l'immense réservoir de savoir de sa vie précédente, il tend la main en toute confiance, sachant que cette épreuve sera pour lui une formalité. Ses yeux balaient la sélection, et il identifie instantanément la seule plante sur parmi cet assortiment mortel. En levant la bonne herbe, la tablette de pierre s'illumine, signalant qu'il a réussi la troisième épreuve. La tablette se rétracte ensuite dans le sol, confirmant l'achèvement de l'épreuve. Il réalise la conception cruelle de l'épreuve. Elle vise à punir ceux qui devinent, forçant quiconque dépourvu de savoir à consommer les plantes et à en subir les conséquences pour trouver la bonne. Sans hésiter, il cueille l'objet correct, une petite racine ressemblant à du ginseng, réussissant immédiatement le test. La chambre retombe dans le silence après qu'il a présenté l'herbe correcte, signe de sa réussite. Wee-Woon attend, mais rien de nouveau n'apparaît. Il se demande si les épreuves sont terminées. Il prend le temps de lire davantage de messages de ses ancêtres à propos de cette épreuve. Il regorge de plaintes sur son absurdité et sur la douleur d'avoir été empoisonné, l'un se lamentant comiquement d'avoir perdu ses cheveux après 96 tentatives. Puis il trouve le commentaire de son père sur l'épreuve, ne compte pas sur la chance. Wee-Woon ricane, comprenant que son père a aussi appris par essai et erreur, mais a su tout retenir. Il avance, amusé qu'ils aient tous deux conservé leurs cheveux. Enfin, le monolithe du dernier défi apparaît, son titre lugubre, l'ultime épreuve. Les règles sont terriblement simples. D'abord, survivre à la formation illusoire vie et mort. Ensuite, et surtout, si tu meurs dans le piège, tu meurs pour de bon. Wee-Woon fixe les règles, contemplant la gravité du test final. Une épreuve dont l'échec signifie la mort permanente. Il jette un coup d'œil aux messages laissés par ses ancêtres concernant cette dernière épreuve. Il parle de ses horreurs, l'un jurant vengeance contre son créateur et un autre promettant de n'y jamais remettre les pieds. Parmi les messages effrayés, il trouve le dernier conseil de son père pour cette épreuve. Une simple commande de 2 mots, ne te repose pas. Wee-Woon comprend que l'indice ne concerne pas seulement l'épreuve. Il le reconnaît comme un conseil profond sur la façon dont il doit désormais vivre sa vie. Il doit toujours aller de l'avant, sans jamais se reposer sur ses lauriers. Appliquant cette leçon finale, il franchit le portail tourbillonnant pour entrer dans l'ultime épreuve. Il est transporté dans un vaste désert désolé sous un ciel pâle et vide. Il prend conscience de l'environnement, la sensation du vent, la vue d'un lézard filant sur la terre craquelée. Tout paraît incroyablement réaliste. S'agenouillant, il touche le sol sec et fissuré. Son soupçon se confirme. Il murmure, on dirait du réel. Il laisse le sable couler entre ses doigts, admirant la puissance de la formation. Penser qu'une illusion puisse créer des choses si palpables et stupéfiantes. Ses pensées sont interrompues lorsqu'une horde de silhouettes grotesques, semblables à des zombies, commence à émerger de la poussière. Il note que, bien qu'elles soient des illusions, il peut sentir leur présence comme si elles étaient réellement vivantes. Il tient sa position tandis que la horde l'entoure, ressentant l'intention palpable et glaçante de tuer qui émane de chacune d'elles. Mais au lieu de la peur, un sourire lent et prédateur se dessine sur son visage. Il comprend que c'est vraiment une opportunité en or pour lui. Cette épreuve mortelle est l'environnement parfait pour retrouver rapidement ses instincts de combat et s'adapter à son corps nouvellement renforcé. Déterminé, il dégaine son épée, non pas pour survivre, mais pour dominer. Il se jette tête baissée dans la horde non morte, sa lame scintillant alors qu'il commence à les tailler avec une efficacité brutale. Il se meut avec grâce fluide, parant sans effort une attaque et ripostant d'un coup fatal. Cerné de tous côtés, il devient un tourbillon d'acier, combattant avec l'habileté d'un maître guerrier contre la marée sans fin d'ennemis. Il lâche une puissante entaille horizontale, ouvrant un passage à travers les rangs ennemis. Il réalise que, n'affrontant pas des humains, il peut les combattre tous sans hésitation, déchaînant l'étendue totale de sa puissance en un rayon d'énergie destructrice éblouissant. Il sent la puissance le traverser, reconnaissant envers la pilule d'essence démoniaque. Grâce à son énergie, il peut combattre à pleine force, ce qu'il ne pouvait faire auparavant. Il se tient comme le seul être vivant dans une mer de mort, tandis que d'innombrables abominations non mortes se ruent vers lui, attirées par sa présence. Complètement encerclé, Wee-Woon reste ferme, irradiant de puissance. Pour lui, ce n'est pas une lutte de vie ou de mort. C'est l'ultime terrain d'entraînement, et il est prêt à le maîtriser. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.